Alors, bonjour et bienvenue donc pour le petit webinaire du 28 octobre 2020. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, je salue tout le monde. Hein. Je ne peux pas officiellement dire bonjour à tout le monde, mais je dis salut tout le monde, donc tous ceux qui sont présents et ceux qui viendront se joindre à nous à mesure que le webinaire avancera. Donc, habituellement, ce webinaire-là, pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués, bien évidemment, souvent un peu le même concept. Je réponds à des questions pour commencer. Des questions qui me sont envoyées par mail ou des questions qui me sont faites en individuel, puis qui finalement je trouve intéressantes, donc que je cherche à développer à l'intérieur des webinaires pour permettre justement au maximum de personnes de bénéficier des réponses que je vais donner. Évidemment que je fais humblement, quelque part, je ne me prépare pas de façon gigantesque pour ce genre d'événement-là, mais je cherche à répondre en prenant toujours le soin de me préparer, de m'adapter un peu à la demande. Et puis, suite à ça, bien évidemment, tout au long du webinaire, bien, vous avez des questions qui peuvent être générées par la présentation que je vais faire. Et il peut y avoir évidemment des questions d'ordre personnel, et des questions d'ordre de ce qui se passe dans le monde, ou des questions qui se passent dans votre pratique avec la pleine conscience intuitive. Donc, c'est tout ça qui va être proposé lors de cet événement-là. Donc, vous pouvez vraiment, comme vous le voulez, participer par les questions que vous pouvez avoir, mais vous pouvez simplement visionner également, assister simplement passivement, je dirais, au webinaire si vous le souhaitez. Donc, première question qui m'avait été posée, c'est une question qui était une grosse question. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous dire, ben voilà, je vais prendre le temps de répondre à cette grosse question-là parce que c'est une question qui est assez importante. Donc, j'avais envie de prendre le temps de vous donner un petit peu plus d'espace à ce niveau-là. Je vais juste m'assurer de quelque chose parce que je vois qu'il y a des gens qui apparaissent. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle. C'est ça, je vais juste prendre le temps de vérifier pour être bien certain que j'ai pas, que j'ai tout le monde qui est présent. Excusez-moi, ça ne sera pas très long. Il y a des gens on voit que j'ai pas. J'essaie de comprendre quelque chose. Les 12. J'étais là. OK, c'est bon. OK, je vais juste vérifier quelque chose. OK. Donc, la question qui m'a été posée, avec laquelle j'avais envie de partager quelque chose avec vous, c'était notre interaction avec le grand tout et les lois cosmiques. Alors, évidemment, c'est une grosse question, puis on va prendre le temps de vous donner comme des idées de base qui vont nous amener peut-être à avoir d'autres questions qu'on pourra partager ensemble. Donc, la première réponse à ça, c'est j'avais envie de vous partager les 5 lois de l'univers. Les 5 lois de l'univers, qu'est-ce qu'elles sont? Bon, on va essayer de les regarder ensemble. La première loi, c'est la loi de l'unité. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de l'unité? C'est qu'on pourrait concevoir qu'avant même l'incarnation, il y a une conscience unitaire. La conscience unitaire, c'est ce qu'on pourrait appeler le bon Dieu. Hein, on va l'appeler comme ça. Le bon Dieu, c'est une forme d'une lumière unitaire dans laquelle il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de séparation. Donc, on fait vraiment partie d'un grand tout. Et ce grand tout-là, finalement, est dans une état d'unité, de grandiose, de paix, d'harmonie, d'équilibre. On pourrait voir ça comme cela. Et cet univers-là, cette unité-là, quelque part, ne favorise pas, donc, la manifestation terrestre. Donc, la loi de l'unité, c'est ce qu'on recherche, en fin de compte, à travers la méditation. Les grands maîtres, ce qu'on dit, les êtres qui se sont accomplis spirituellement parlant, sont des êtres qui ont atteint un niveau de conscience tellement élevé qu'ils n'ont plus envie de vivre sur Terre parce que justement, ils sont en accord, en harmonie avec cet état unitaire-là. Donc, ils ne sont plus du tout dans une position de déséquilibre ou quoi que ce soit. Donc, l'état d'unité, c'est moi, finalement, qui serais dans un processus d'unité parfaite et harmonieuse. Je ne serais pas en état de coupure, de séparation avec moi-même. Donc, la loi d'unité, c'est tous les êtres humains sur Terre, quelque part, qui ont ce sentiment, justement, d'être en parfaite intégration avec eux-mêmes. Alors ça, ce serait donc la première chose qu'on pourrait dire sur la loi de l'unité. L'autre chose que j'avais envie de vous partager également par rapport à ça, c'est qu'il y a une deuxième loi, qui est la loi de la dualité. Donc, l'unité, c'est, il n'y a pas de manifestation sur Terre, on pourrait voir ça comme ça. La conscience est unitaire et elle est dans une parfaite harmonie. Il n'y a pas de dualité. La dualité va se manifester à travers donc, un processus d'incarnation. Le processus d'incarnation, c'est qu'on quitte cet état de lumière pour se manifester sur le monde terrestre. Et c'est là la dualité. La dualité, c'est moi qui est dans la matière terrestre, qui est en dualité, on va l'appeler comme ça, avec ce qu'on pourrait appeler la lumière.
Et le processus va consister à ce que moi j'évolue et que je progresse pour qu'un jour je sois capable d'atteindre le niveau de ce niveau d'unité-là. Alors, c'est un peu ça le sens de l'existence, c'est-à-dire qu'il y a des êtres humains sur Terre qui vont justement donc quitter le monde de la lumière pour descendre dans la matière. Et quand on est dans la matière, bien évidemment, le travail va consister justement à retrouver cette lumière-là. OK? C'est comme ça qu'on pourrait donc le concevoir. Donc, je ne sais pas si je suis clair, là, mais c'est un peu donc ces deux premières lois-là à tenir compte. Puis la loi de la dualité ben, est importante parce qu'elle met en évidence finalement que chacun d'entre nous, à quelque part, lorsqu'on quitte le monde terrestre, ben, on se retrouve dans un... Quand on quitte le monde spirituel, plutôt, on se retrouve dans un monde terrestre dans lequel nous ne sommes pas dans un processus d'unité et que tout le travail va consister tout au long de notre cheminement de vie à faire de la guérison pour qu'on puisse justement se retrouver dans cet état d'unité qui va nous permettre donc de pouvoir quitter le monde terrestre dans un état de perfection, par exemple. Ce serait un peu l'objectif ultime, je dirais. Ensuite, la troisième loi dont j'avais envie de parler, c'est la loi de l'attraction. La loi d'attraction, c'est qu'à partir du moment que moi, je suis sur Terre, que je suis dans ce processus de dualité, ce qu'on pourrait appeler la dualité, bien, la dualité va se construire à partir du moment que moi, en tant qu'être humain, je suis dans un état de lumière, j'ai un champ énergétique qui est lumineux, mais ce champ énergétique qui est lumineux va manifester la dualité, c'est-à-dire qu'elle va incarner la dualité. Qu'est-ce que c'est que la dualité? C'est que moi, par exemple, dans mon vécu, dans mon histoire personnelle, il y a donc des blessures qui vont se vivre, qui vont faire que des énergies qui sont en moi qui vont se couper de mon être. Là, je vais être dissocié par rapport à qui je suis dans le sens unitaire du terme. Donc, il va y avoir des facettes de moi dans lesquelles je ne serai pas en parfaite harmonie avec qui je suis. Et c'est ça qui va faire qu'il y a, comme quand on observe un champ énergétique d'une personne, on va constater que dans ce champ énergétique-là, il y a des énergies qui semblent être pas parfaitement harmonieuses avec moi parce que je suis en conflit avec certaines facettes de moi que je n'ai pas encore favorisé à la guérison. Donc, tout le travail de l'incarnation sur Terre, ça va être un petit peu de faire ce travail de m'harmoniser avec mon être et avec les blessures que j'ai vécues en moi. Et la loi d'attraction est intéressant parce qu'il nous fait comprendre une chose, c'est que dans mon propre champ énergétique, tous ces éléments de dissociation, de blessures émotionnelles que j'ai pu vivre vont se retrouver dans ce champ énergétique-là, un peu comme si mon champ énergétique était un livre ouvert sur l'essence profonde de l'être que je suis, qui va m'indiquer où est-ce que j'en suis dans mon processus de réunification avec mon être. Alors, vous voyez que quand on utilise la pleine conscience intuitive pour observer les champs énergétiques, la première chose qu'on cherche à faire, c'est d'observer ces énergies qui sont en conflit avec l'être que je suis pour comprendre qu'est-ce que moi je peux faire pour favoriser cette réunification-là qui va faire que justement, je vais pouvoir retrouver la paix et l'unité en moi. Donc là, je vous ai parlé de l'histoire personnelle que je peux porter en moi sans que ça paraisse. Mais en même temps, ça va un peu plus loin que ça, puisque cette loi de la dualité, elle s'applique à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on comprend que moi, dans mon propre champ énergétique, je peux émaner des blessures que j'ai vécues dans mon propre histoire personnelle, mais en plus, je peux porter en moi des blessures provenant de mon histoire familiale, donc de conflits qui ont été vécus dans mon histoire familiale, donc mes ancêtres. Et ces ancêtres-là, finalement, à travers les gènes et à travers la lumière qui anime les gènes, vont réactiver en moi des mémoires, des blessures qui appartiendraient à leur propre histoire et avec lesquelles je raisonnerais. C'est-à-dire que si, par exemple, un arrière-arrière-grand-père a vécu l'abandon et que moi, je résonne avec l'abandon qu'il a vécu, ben, ça veut dire que je réactiverais en quelque sorte l'abandon qui était vécu à ce moment-là et dans mon propre champ énergétique, je pourrais constater que ce grand-père-là est présent dans mon propre champ énergétique comme une blessure émotionnelle et qui aurait donc un travail de réunification qui serait à faire pour me libérer, me dégager de cette souffrance-là pour pouvoir renouer contact avec une forme d'unité avec moi-même. Il y a également les mémoires d'autres vies. Alors, il faut comprendre ici que moi, je suis une antenne, et que cette antenne-là, quelque part, physiquement parlant, je suis en résonance avec mon histoire personnelle, je suis en résonance avec mon histoire familiale et je suis en résonance avec les mémoires d'autres vies. Toutes les mémoires d'autres vies avec lesquelles je suis en résonance vont correspondre à un état émotionnel. Par exemple, si je me sens abandonné, ben, je pourrais résonner avec beaucoup, beaucoup de mémoires d'autres vies qui auraient la même qualité émotionnelle de l'abandon. Alors, vous voyez quelque part qu'à ce moment-là, il y a vraiment toute une
tout un processus de dualité qui va s'opérer à travers ça. Hein, c'est-à-dire, cette dualité-là, c'est un terme, c'est juste pour faire comprendre que la loi d'attraction fait que j'attire à moi des énergies qui vont me ressembler. Et que plus j'attire à moi ces énergies qui me ressemblent, plus ça me donne l'opportunité de travailler sur ces énergies-là pour apprendre justement à faire la paix avec mon être. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il y a quelque chose, finalement, de bien fait dans cette loi d'attraction-là. Ce n'est pas quelque chose qui se veut négatif hein, comme loi. Hein, au contraire, c'est une loi qui explique justement que pour qu'on veuille renouer contact avec l'unité, il nous faut passer par un processus de réincarnation, de réunification, et cette réunification va passer donc par le fait que je vais raisonner. Je vais raisonner avec mon histoire personnelle, je vais raisonner avec mon histoire familiale, je vais raisonner avec des mémoires d'autres vies qui vont me ressembler, et dans le monde terrestre, je vais raisonner avec des êtres humains qui vont dégager des énergies qui vont être en résonance avec la mienne, qui peuvent appartenir à leur histoire personnelle, qui peuvent appartenir à leur histoire familiale, qui peuvent appartenir à des mémoires d'autres vies. Donc, vous voyez que là, on vient de parler de moi, je viens de parler d'une résonance avec une autre personne, mais on sait que collectivement parlant, on est avec beaucoup, beaucoup de monde. Donc, ce beaucoup, beaucoup de monde-là est porteur, lui aussi, d'informations, ce qui fait que lorsqu'on est en interaction les uns avec les autres, bien inévitablement, on va créer quelque part une espèce de magma d'informations qui vont créer plein d'interactions qui vont dépasser largement notre capacité à comprendre tout ça, mais qui vont nous faire comprendre, effectivement, qu'il y a une espèce de réseau, je pourrais dire ça comme ça, un genre de réseau Internet, pour faire une comparaison, dans lequel moi, en tant qu'être fait de chair et d'os, je suis, sans m'en rendre compte, en interrelation avec d'autres êtres humains. Je suis en interrelation avec mon histoire personnelle, en interrelation avec des mémoires familiales, mémoires d'autres vies, et tous les autres êtres humains aussi. Ce qui veut donc dire qu'effectivement, sans qu'on s'en rende compte, on est en interrelation, et en plus de ça, ces interrelations peuvent se faire au-delà d'espace-temps. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi pour être en résonance avec quelqu'un. Je pourrais très bien me retrouver avec beaucoup d'autres personnes également, tu vois, qui pourraient être présentes. Donc, il y a quelqu'un qui a un micro. OK, voilà, c'est le micro ici, voilà. Donc, essayez de fermer votre micro hein, si vous êtes attentif à ça pour éviter de déranger les gens le plus possible. Donc, on en est rendu donc la loi de l'unité, la loi de la dualité, la loi d'attraction. Donc, vous avez compris que la loi d'attraction, c'est une loi de l'univers qui propose justement à toute conscience vivante, finalement, de faire un travail de réunification pour que justement, ce qu'on émet, ben, quelque part, on soit capable de faire la paix avec pour qu'on puisse justement se réintégrer à soi, retrouver une forme d'unité. L'autre loi dont j'avais envie de parler, c'est la loi de la cause à effet, qui est une conséquence, peut-on dire, de la loi d'attraction, puisque la loi de la cause à effet, c'est qu'effectivement, parce que moi, je porte en moi des blessures d'abandon, ben, je vais me retrouver avec des gens qui vont me faire vivre des situations d'abandon. OK? Donc, c'est ça un petit peu qu'il faut bien comprendre de ça, c'est qu'on va se retrouver dans une situation où cette situation, quelque part, d'abandon qui est en moi, ben, va amener donc des relations, hein, c'est-à-dire que je porte quelque chose en moi et parce que je le porte, ben, je vais actualiser dans ma propre vie des expériences qui vont me faire vivre des choses similaires à ça. Et que tant et son temps que je ne suis pas capable de me rendre compte de ça, ben, je vais le revivre et le revivre et le revivre. Et c'est ça qui va nous amener à cette notion de karma, qui pour moi, finalement, il faut bien comprendre que la notion de karma, qu'est-ce que c'est? C'est mon incapacité à renouer contact avec l'expansion de ma conscience. C'est-à-dire que quand je suis prisonnier de la limitation, qu'est-ce que c'est? C'est la mémoire qui se répète perpétuellement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, j'ai une partie de ma conscience qui est limitée, dans le sens qu'elle vit une expérience de répétition. Cette expérience de répétition est essentielle puisqu'on a besoin de la répétition pour développer des apprentissages dans la matière, sauf que dans le monde subtil de la mémoire, hein, si je reconnais par exemple que j'ai un enfant quand j'avais 5 ans, je me suis senti abandonné, mais cet enfant de 5 ans qui s'est senti abandonné, ben, quelque part, s'il est animé d'une conscience limitative, il va répéter l'expérience d'abandon tout au long de ma vie et je ne vais jamais être capable de passer à autre chose que ça. Donc, la connaissance de soi, c'est être capable de comprendre ce qui anime mon être, va faire que je vais être capable de comprendre
l'expérience d'abandon et comprendre de quelle façon que je peux changer l'expérience d'abandon pour accéder à autre chose. Et c'est ça qui va finalement me permettre de me libérer de cette notion de karma, hein, qui est une notion finalement qui nous donne l'impression, quelque part, qu'on arrive sur Terre un peu passivement, avec une espèce de bagage de mémoire provenant d'autres vies, et qu'on va devoir passer à travers un processus. Moi, ce que je vous dirais, avec la connaissance de la physique quantique, ce que moi j'ai toujours eu comme conviction ici, c'est que la loi, le karma est quelque chose qui est vieux jeu. Pourquoi je dis ça? Mais parce que la physique quantique démontre de plus en plus clairement que, que la notion du karma, quelque part, nous, on l'a individualisé. Quand on a parlé de karma, on l'a individualisé. Moi, je suis un ego, je suis une âme, et j'ai un bagage, et j'ai à vivre un certain nombre de bagages sur Terre. J'ai pas le choix, c'est ça un peu le concept du karma. Et aujourd'hui, on s'en rend bien compte que le libre arbitre existe beaucoup plus qu'on ne l'avait imaginé, que les croyances ont un impact beaucoup plus important qu'on ne l'avait imaginé aussi, et que c'est évident qu'à partir du moment qu'on se libère de toutes nos limitations, ben, à quelque part, on a accès à autre chose. On a accès à quelque chose de beaucoup plus stimulant, je dirais, parce qu'on se dégage et on se libère de ces limitations-là. À se libérer du connu, comme Krishnamurti avait écrit un très beau livre là-dessus, c'est fondamental. Et de plus en plus, on conçoit maintenant que l'être humain a usé d'une certaine façon son histoire, c'est-à-dire que l'histoire de l'humanité s'est usée parce qu'on a répété plein de choses. On a répété plein d'expériences humaines qui font qu'aujourd'hui, l'être humain qui naît sur Terre aujourd'hui arrive avec une forme de maturité due à cette usure-là qui l'amène à se dire, ben moi, j'ai peut-être pas envie de revivre ce que j'ai vécu dans le passé. Donc, il y a comme une espèce de conscience évolutive qui se fait à travers l'histoire humaine et on peut concevoir qu'on est en train de se libérer de tout ça. Oui, mais on peut certainement dire ça. Le karma, c'est un peu comme le film Le jour de la marmotte. Ben, effectivement, c'est un peu comme l'idée en fin de compte, se libérer du karma, c'est un éveil. Et l'éveil, c'est de se rendre compte qu'on est créateur et que le créateur que nous sommes ben, peut amener donc une transformation, ce qui m'amène à vous parler de la 5e loi de manifestation de l'univers, qui est la loi de la transformation, qui permet justement cette idée de pouvoir changer ma conscience par rapport à l'histoire de l'humanité, par rapport à ce que je porte en moi. Et ça passe par quoi? Ça passe par un travail de réunification. Réunification à quoi? De réunification aux énergies dissociées qui sont en moi. Et que plus je fais ce travail de réunification, plus je permets à mon corps énergétique de réparer les blessures, et plus je me libère de toutes les résonances qu'on puisse vivre à travers mon histoire personnelle, à travers l'histoire familiale, à travers les mémoires d'autres vies, et à travers évidemment les interactions que j'ai avec d'autres êtres humains qui sont en résonance eux aussi. Donc tout ça va finalement m'amener à un travail de réunification dans lequel je vais m'aligner de plus en plus fortement avec mon âme. Et dans ce travail de réunification-là, ben, je vais renouer contact avec l'unité. C'est l'objectif ultime, puisque la réunification avec l'unité, c'est un peu l'expérience spirituelle de l'être qui atteint l'illumination, en quelque sorte. Alors, vous voyez, c'est un peu ce que j'avais envie de vous parler concernant ces 5 lois de manifestation de l'univers. J'avais peut-être envie... En fin de compte, je me rends compte que j'ai pas mal dit l'essentiel parce que je vois que j'avais préparé qu'autre chose. En vous le présentant comme ça, je me dis finalement que j'ai présenté l'essentiel. Donc, s'il y a des questions, on pourrait y revenir. Connais-tu le livre des contrats sacrés de Caroline Myss? Si oui, que penses-tu des 12 archétypes qui nous aideraient à comprendre notre contrat sacré avec le grand tout? C'est une bonne question, Robert. Oui, bien sûr que le contrat sacré, je connais très bien cet ouvrage-là. Il y a également un jeu qu'elle a développé, Caroline Myss, là-dessus. Alors, moi, je vais répondre par... Pourquoi j'ai connu ce livre-là? C'est parce que je suis en écriture depuis plusieurs années avec un gros projet qui me tient beaucoup à cœur et qui touche à quelque part la question que tu poses, puisque cette notion de 12 archétypes, hein, ça fait penser aux 12 signes astrologiques, par exemple. Ça nous réfère à la typologie. La typologie, on en retrouve dans plein d'ouvrages différents sur qu'est-ce que c'est qu'une typologie. Une typologie, c'est finalement une façon de regarder l'être humain et d'essayer de comprendre l'être humain, de l'appréhender. OK? Alors, l'astrologie est une typologie. Il y avait également Jung qui a développé une typologie. Il y a l'énéagramme qui est une typologie. Il y a énormément de façons d'aborder l'être humain à travers le prisme de la typologie, c'est-à-dire une façon, un système de compréhension de l'être humain.
Moi, j'ai voulu en concevoir un parce que quelque part, j'ai eu une inspiration à mon nez, puis ça m'a beaucoup allumé intérieurement. Et je suis en train de terminer le livre, il est en relecture actuellement. Et ça va s'appeler la spirale évolutive des chakras, qui est une typologie qui va présenter 56 états, grosso modo, potentiellement. On ne trouve pas l'humanité entière là-dedans, mais c'est un peu comme le concept des 12 archétypes. Et dans ce livre-là, j'ai voulu justement amener la notion que dans ces 56 états-là, il y avait des résonances avec des archétypes. Les archétypes étant des énergies primaires qu'on retrouve dans l'histoire humaine aussi. Okay? Donc, c'est très intéressant, cette notion d'archétype. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de façons d'aborder les choses. Donc, Caroline Myss a choisi de présenter ces 12 archétypes. Maintenant, on sait que d'autres façons d'aborder les choses existent aussi, mais ceci dit, c'est quand même intéressant. La notion du contrat sacré, bien, ça me permet peut-être d'aborder un thème que j'avais envie de partager avec vous dans la réponse que je vous avais préparée. C'est concernant cette fameuse loi de l'amour. La loi de l'amour, qu'est-ce que c'est? La loi de l'amour, ça fait référence un peu à la loi d'attraction, c'est-à-dire que moi, tant et longtemps que je suis dissocié avec l'énergie qui m'habite, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais, à mon insu, dégager quelque chose, exprimer quelque chose. Ce n'est pas quelque chose que je veux, mais je l'exprime à mon insu. C'est-à-dire que si j'ai une expérience d'abandon à laquelle je ne suis pas en paix avec moi-même, ben, je vais dégager à mon insu l'expérience d'abandon. Donc, je vais attirer vers moi des gens qui vont m'amener à vivre l'expérience d'abandon. Alors, vous comprenez ici que cette idée de l'expérience de l'abandon ben, va m'empêcher, en fin de compte, l'expérience de l'abandon va donc m'empêcher, en quelque part, de me retrouver dans ce processus de réunification avec mon être. Alors, tant et son temps que cette expérience de dissociation est en moi, ben, quelque part, je suis limité. Et quand on fait, pour moi, le contrat sacré, tel que moi je l'exprime, parce que je sais que Caroline Myss a défini une définition du contrat sacré dans son livre, moi, personnellement, pour dire vraiment ce que j'en pense, je trouve que Caroline Myss, elle a fait un livre qu'elle a fait qui est trop important. Elle aurait dû en faire plusieurs, parce que je pense que ça méritait plusieurs sujets. Mais c'est un excellent livre. J'aime beaucoup Caroline Myss, de toute façon, dans ce qu'elle fait en général. Mais pour moi, les contrats sacrés, finalement, je vais vous présenter les étapes principales de ça. C'est que quand on fait un contrat sacré, ça veut donc dire, j'en ai déjà parlé, je pense, hein, c'est que la première chose qu'on doit reconnaître, c'est qu'on est responsable. OK? Responsable, ça veut donc dire que je prends responsabilité de ce que j'émane. Par exemple, si j'émane l'abandon, ben cet abandon-là, ben, quelque part, va faire que je vais vivre des choses qui vont me refléter, vont me faire réactiver, revivre l'abandon. Donc, je pourrais me dire, mais pauvre de moi, je suis vraiment malchanceux, etc. Mais cette notion de malchance, finalement, c'est pas tout à fait juste. C'est que moi, tant son temps que je n'ai pas fait la paix avec mon être, ben, je vais me retrouver tout le temps dans une situation où je vais tout le temps revivre la même chose. Donc, à un moment donné, il faut reconnaître qu'il est nécessaire de cheminer, je dirais ça comme ceci, sur soi-même pour faire un travail de réunification. Et comment va-t-on faire ça? La première étape, c'est devenir responsable. Et responsable, ça veut dire quoi? C'est de faire un constat. Le constat, c'est prendre responsabilité sur ma vie en me disant, ben voilà, ça fait 10 ans, par exemple, que je revis des expériences d'abandon dans mes relations amoureuses, par exemple, et je me dis que ça n'a pas de bon sens, j'ai plus envie de ça. Donc, je ne suis pas en train de vivre un état de culpabilité ou un état de victimisation, je suis en train de faire un constat que je vis depuis X temps quelque chose que je ne trouve pas acceptable. Je ne trouve pas acceptable, pourquoi? Parce que j'ai pris conscience aujourd'hui que ce n'est pas acceptable. Je l'ai vécu pendant toutes ces années-là, je l'ai accepté pendant tout ce temps-là, mais aujourd'hui, je reconnais que ce n'est plus acceptable. Alors, quand je fais cette prise de conscience-là, je suis en train de prendre responsabilité sur ma vie. Je ne suis pas en train de dire que c'est la faute de l'un ou de l'autre. Je suis en train de reconnaître que c'est de ma faute et que j'ai une responsabilité là-dedans. Et cette responsabilité m'amène donc à assumer cette responsabilité et donc aussi à me pardonner, puis même avoir de la gratitude, parce que pendant ces 10 années-là, j'ai pu cheminer, j'ai pu progresser, j'ai pu évoluer, et grâce à la souffrance que j'ai pu vivre à travers les relations, les situations de vie que j'ai vécues, j'ai eu la chance de pouvoir me retrouver dans une position où je me sens plus en paix et en harmonie avec moi. Donc, l'idée là-dedans, quelque part, qu'on doit bien comprendre, c'est que
on découvre à travers ce chemin-là, qui pour moi, c'est un chemin quelque part où je développe donc une gratitude qui me fait comprendre que la vie avait un sens, que l'expérience que j'ai vécue et qui a pris un certain nombre d'années avant que j'en devienne conscient avait un sens, c'était nécessaire pour moi, pour mon propre cheminement. Et ça me permet à ce moment-là de faire une déclaration. La déclaration, c'est justement de dire, oyez, oyez les amis, ça fait 10 ans que je vis des choses. À partir de maintenant, je n'ai plus envie de vivre ça. Et voici ce que je compte faire pour commencer maintenant à amener un changement dans la vie. Alors pour moi, c'est ça la définition du contrat sacré, c'est de reconnaître à quelque part que j'ai pu être affecté, que ce soit par des archétypes, que ce soit par quoi que ce soit d'autre. Je prends responsabilité du fait que j'ai résonné avec quelque chose. Quel que soit le nom qu'on va donner à la résonance avec laquelle je suis responsable de l'avoir fait. Alors, responsable, ça ne veut pas dire coupable. Responsable, ça veut juste dire, je prends conscience aujourd'hui que j'ai le pouvoir de changer ma vie. Et changer ma vie, ça signifie justement que je me pardonne, que bon, je fais le constat, je prends responsabilité, je me pardonne, je développe la gratitude et je fais une déclaration me permettant de pouvoir déclarer ce que je voudrais dorénavant dans ma propre vie. Ce qui implique que moi, je vais changer ma façon d'être avec les gens que je vais côtoyer. Alors ça, c'est déjà une chose importante de comprendre quelque part que si je déploie ce changement-là, bien, ça veut donc dire qu'il y a des chances que j'ai peut-être envie de faire une déclaration auprès des gens qui sont proches de moi pour leur faire part de mon désir, de les informer que j'ai choisi de faire un changement et que ce changement-là, en informant les gens qui sont autour de moi, ben, je les informe que je ne suis pas en train de dire c'est de votre faute si j'ai changé. Je suis en train de leur dire j'ai pris conscience de cet certain nombre de choses, je ne veux plus vivre la souffrance parce que je vivais de la souffrance. Ce n'était pas de votre faute, c'était de la mienne. Et dorénavant, par contre, je veux changer et le changement va consister à être de telle façon, telle façon, telle façon. Et ça veut donc dire que ce n'est pas contre vous, mais c'est pour moi que je le fais. Donc, en faisant ça, ben, quelque part, on développe une relation que moi, je situe sacrée parce que je comprends quelque part que j'ai la maturité requise pour activer un processus de transformation et dans lequel je pourrais mettre en lumière un mantra de transformation, c'est-à-dire une phrase clé qui va refléter le changement que je souhaite et qui va me faire vibrer à l'intérieur de moi quand je le dis. Et cette phrase de transformation est une phrase que je vais répéter afin d'amener dans mon cerveau de nouveaux réseaux neuronaux à prendre forme. Et on sait aujourd'hui que si on les répète régulièrement, ces réseaux, ces mantras de transformation-là, on peut aider notre cerveau à développer de nouveaux réseaux et de nous permettre donc de faciliter la transformation. On pourrait également noter dans notre journal intime ce qui est notable pour pouvoir justement s'accompagner dans ce processus de transformation-là. Donc pour moi, ça c'est vraiment la définition de ce que j'appellerais le contrat sacré, tel que moi je le présente et qui me donne le sentiment quelque part qu'en agissant de la sorte, on se donne les meilleurs moyens possibles, moi avec moi-même et moi avec les autres, pour comprendre que je n'ai pas donc à pointer du doigt qui que ce soit, je n'ai pas à pointer du doigt le ciel, je n'ai pas à pointer du doigt une personne, je n'ai pas à pointer du doigt quoi que ce soit d'autre que moi-même, et non pas d'une façon culpabilisatrice, mais d'une façon mature et adulte qui me permet d'envisager le changement tel que je le ressens au plus profond de mon être. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais envie d'aborder. Alors, cette notion d'amour, mais qu'est-ce que c'est? C'est qu'en faisant ce travail-là que je viens de nommer, ben, je suis en train de faire la paix avec moi, avec mes blessures de mon passé, parce que je me rends compte que ces blessures-là, avant, je les rejetais, je les refusais. C'est pourquoi que je revivais toujours la même chose, ce principe d'attraction, et qu'en faisant la paix, en devenant responsable, en apprenant à faire la paix et en me désensibilisant de ce à quoi je raisonnais, ben, je suis en train de prendre possession de ma vie et de me dégager, de me libérer de mes limitations. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va procéder pour faire un genre de contrat sacré et amener une transformation qui va faire que la loi de l'amour, ben, la loi de l'amour, c'est la loi de « je me réunifie à moi ». Alors, me réunifier à moi, ça veut dire je ne suis plus en conflit avec moi. Et si je ne suis plus en conflit avec moi, ben, je ne suis plus en conflit avec les autres. Parce que quand je pointe du doigt à quelqu'un en disant c'est de ta faute, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de reconnaître que je ne suis pas responsable et que c'est de la faute de cette personne-là s'il se passe quelque chose. Et c'est là, pour moi, un piège important qu'on retrouve tous, qu'on a tous tendance à faire. La société ne nous a pas encouragés non plus à développer cette notion de responsabilité. On a beaucoup plus tendance à voir
que c'est la faute des autres. Par exemple, on parle d'un point de vue individuel, on pourrait même parler d'un point de vue collectif. Hein, quand je regarde la situation de crise actuellement que l'on vit, au Québec, par exemple, on a tendance à constater que le gouvernement a tendance à responsabiliser les gens, à leur dire c'est votre faute, vous ne suivez pas les règles, etc. Alors que finalement, il y a une responsabilité qui est commune, et cette responsabilité commune fait que tous ensemble, on peut amener une transformation, on peut développer une responsabilité commune qui fait que tout le monde se sent respecté, et tout le monde sent quelque part que chacun se remet en question et que chacun a une certaine responsabilité. C'est comme ça qu'on évite les conflits, c'est comme ça qu'on évite les situations de tension. Et quand on pointe du doigt en disant à quelqu'un, c'est votre faute, c'est pour ça qu'on vous oblige, par exemple, de fermer. Hein, par exemple, si on parle de commerce dans une situation de crise, mais qu'est-ce qu'on fait? On pointe du doigt des gens qui ont peut-être pas, qui ne méritent pas ça. Alors, donc, on crée des tensions. Alors, c'est ça un petit peu l'idée de la loi de l'amour. La loi de l'amour, c'est de se réunifier. Se réunifier, c'est donc de faire cette espèce de prise de conscience qui fait qu'on va renouer contact avec une forme d'alignement qui va nous permettre de nous sentir plus en harmonie avec soi et qui va nous permettre donc de devenir de plus en plus conscient qu'on émet quelque chose de plus en plus positif et évolutif dans notre énergie, qui fait qu'on va se retrouver dans une situation où on va recevoir de notre entourage des énergies qui vont être plus harmonieuses, qui vont être plus équilibrantes, je dirais. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des questions maintenant sur d'autres sujets ou sur, en fait, sur la pratique également, ou autre chose comme ça, c'est comme vous le voulez. Vous pouvez prendre le temps. Moi, je vais regarder un petit peu les autres éléments, puis s'il y a d'autres choses que j'avais envie de vous dire. Bon, l'autre élément peut-être que j'avais envie de vous dire concernant cette fameuse interaction avec les grands tout et les lois cosmiques, cette notion de réunification va faire quoi? Ça va faire que moi, je vais être en harmonie avec moi. Si je suis en harmonie avec moi, un élément qui est bien important, c'est la loi de l'alignement. L'alignement, c'est quoi? C'est je dois développer une conscience qui est en harmonie avec l'action que je propose. C'est-à-dire que si j'ai une conscience de quelque chose en moi, par exemple, je ne veux plus être abandonné, je ne veux plus vivre l'expérience d'abandon et je suis responsable de ça et je prends conscience que j'ai des comportements différents à agir, ça veut donc dire que dans l'action, je vais devoir me comporter en accord avec ce que moi, j'ai reconnu comme les actions que je devais poser. Donc, je vais devoir les assumer, les incarner dans la matière. Et ça, c'est un défi intéressant. On a tous des difficultés souvent à assumer dans la matière des changements, parce qu'on sait qu'en assumant ces changements-là, il va y avoir des transformations possibles dans nos relations. Et ça, des fois, on peut le craindre. Donc ça, c'est un élément bien, bien important que j'avais envie de mentionner au passage. Et l'autre élément que je trouve qui est important aussi, c'est la fameuse loi de l'acceptation. C'est-à-dire, à partir du moment que moi, j'agis en conséquence avec mon être, je dois accepter ce que la vie va me transmettre comme réponse. Hein, c'est-à-dire qu'en étant responsable de qui je suis, je vais accepter quelque part que l'action que je pose m'amène à constater qu'il y a donc des réactions qui vont se faire. Et ces réactions, évidemment, vont m'amener à me dire, je dois peut-être m'ajuster, je dois peut-être changer des choses, etc. Donc, vous voyez que plus c'est le concept d'action-réaction, c'est-à-dire que moi, je peux faire une action, puis évidemment, cette action-là, elle va amener ce qu'on peut appeler donc une réaction de l'extérieur. Et cette réaction-là, évidemment, c'est le principe de comment moi je réagis quand il y a une réaction qui est devant moi. C'est souvent là le piège, parce que quand il y a une réaction qui est devant nous, on risque de vibrer de nouveau dans la souffrance de ce qu'on a déjà vécu, de ce qu'on a déjà connu. Alors, c'est important, quelque part, d'être bien attentif au principe que dès que je commence à être en action, en harmonie avec les actions que je fais, je vais donc avoir des réactions et je vais donc devoir accepter les réactions qui vont se faire. Et pour être capable de les accepter, je vais être dans un processus de détachement où je vais reconnaître que l'action que je fais est juste et que, évidemment, s'il y a des situations extérieures qui se manifestent, qui sont là, je vais être détaché par rapport à chacune d'elles parce que je vais comprendre que j'ai agi correctement et je vais comprendre que ces gens-là agissent en accord avec ce qu'eux sont capables de faire comme action ou réaction par rapport à la situation. Donc, il y a une forme de maturité que ça va exiger, qui n'est pas nécessairement facile à avoir, je le conçois, mais je voulais quand même présenter ça, que ça fait partie certainement d'un principe que chaque être humain doit développer pour parvenir à développer sa libération, en quelque sorte. Et puis, évidemment, il y a tout le principe de la gestation, c'est-à-dire l'espace-temps, le rythme. Donc, on doit reconnaître que si moi, par exemple, je veux faire un projet, mais si ce projet-là doit prendre 3 ans, je ne peux pas imaginer qu'il va se faire en 1 année. Donc, il y a toute une question d'espace-temps et de réalité.
dans la volonté que j'ai de vouloir amener un changement. Moins je suis réaliste, plus j'ai des chances d'échec. Plus je suis réaliste, plus j'ai des chances de pouvoir réaliser mon projet parce que j'ai compris que je devais passer par certaines étapes pour arriver à le concrétiser. Donc, tout ça, finalement, sert aussi, encore une fois, à l'être humain que je suis, hein, d'accepter les lois physiques, comment ça fonctionne. Je ne peux pas concevoir que je puisse tout faire dans ma tête si, à quelque part, je dois, en fait, les réaliser dans la matière. Et si je dois les réaliser dans la matière, bien, ça va prendre un certain temps pour les réaliser. Et puis, la dernière chose que j'ai peut-être envie de mentionner, c'est concernant la loi de la création. La loi de la création, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est « rêve ta vie ». C'est-à-dire que moi, j'ai beau avoir fait une guérison en moi, cette guérison peut m'amener à me dire, mais tiens, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant que je suis guéri? Bien, justement, j'ai devant moi une page blanche. C'est-à-dire que je ne sais pas qu'est-ce que ma vie va devenir. Bien, justement, c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est là que ça me donne l'occasion de rêver ma vie. Rêver ma vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer à concevoir que ma vie peut être différente de celle que j'ai vécue jusqu'à maintenant. Ça veut donc dire finalement que j'ai l'opportunité de créer une vie en accord avec les valeurs que j'ai profondément en moi. Et ça peut être une super occasion de pouvoir réaliser de nouvelles façons de nous concevoir, de nous reconnaître et de nous accueillir aussi, puisque chacun d'entre nous, nous évoluons et nous changeons. Ça, c'est important de se le rappeler. On change, chacun d'entre nous, nous changeons, nous nous transformons à tout instant, à tout moment, sauf que notre cerveau n'est pas capable de l'enregistrer parce que justement, lui, ce qu'il recherche, c'est une forme d'équilibre. Mais les cellules de notre corps, toutes les cellules de notre corps, sont en mutation puis en transformation de façon régulière. Donc, notre corps se transforme régulièrement et notre devoir, en quelque sorte, c'est d'apprendre justement à tenir compte de ces transformations-là pour justement favoriser le sentiment d'unité le plus possible à l'intérieur de soi. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ça. Puis c'est sûr que rêver sa vie, créer son potentiel, ça ouvre la porte vraiment à ce que j'appelle la déprogrammation. La déprogrammation, c'est justement ainsi de reconnaître que des énergies qui sont figées, qui sont en moi, et plus je donne à ces énergies qui sont figées ce dont elles ont besoin, plus je leur donne l'occasion à ces énergies figées de se libérer, et plus elles se libèrent, plus elles me montrent justement ce que je ne connais pas, c'est-à-dire le potentiel qui est en moi que je n'ai pas expérimenté. Et que plus j'apprends à accompagner ce mouvement-là, et plus j'amène une transformation à pouvoir se faire. Donc, il y a une question qui concerne la pratique pour commencer. C'est, je trouve difficile par moment de créer le soleil rayonnant et lumineux au niveau du cœur pour en faire un projecteur. Après l'enracinement, puis-je faire confiance qu'il est là sans voir le projecteur? Absolument. En fin de compte, l'idée de voir est associée toujours à une convention qui est valorisée par la majorité d'entre nous, qui est celle de se dire, ben moi, j'aime mieux voir que d'entendre ou ressentir. On doit se rappeler qu'il y a toujours 3 modes de communication principaux que la pleine conscience intuitive va manifester. Il y a des gens qui sont très visuels, qui vont voir facilement, qui vont voir des images. Il y en a qui vont voir des sensations dans leur corps, qui vont leur servir comme des moyens de communication. Et il y a d'autres qui vont entendre des voix, qui vont entendre des mots, etc. Donc, les 3 modes de communication sont tout à fait intéressants et valables. Maintenant, il faut apprendre justement à être capable de les accueillir, de les accepter comme tels. Donc, si tu me dis que toi, tu ne vois pas le soleil rayonnant lumineux, tu peux déjà le ressentir ou tu peux l'entendre. Ça peut être une façon de pouvoir justement progresser dans une pratique comme celle-là et je pense que ça peut être une belle façon de pouvoir procéder. Alors évidemment, comme je dis, c'est que tout ça, finalement, c'est un jeu imaginaire en quelque part. Ce qui veut pas dire que c'est un jeu qui est faux. C'est-à-dire que le jeu imaginaire, c'est que l'imaginaire me permet de conscientiser quelque chose que je suis en train de faire. Donc, si j'ai l'intention de faire quelque chose avec mon imaginaire, même si je ne le vois pas, je ne l'entends pas, je ne le ressens pas, mais cette intention-là va me permettre de voir qu'est-ce que ça fait. Tu vois, qu'est-ce que ça fait d'avoir l'intention de. Alors, si je mets de la lumière dans mon genou, même si je ne le vois pas, je ne le ressens pas, je ne l'entends pas, mais je sens qu'il se passe quelque chose dans mon genou, ben j'ai réussi. Tu vois, c'est ça l'idée. L'idée, ce n'est pas la technique comme le langage. Tantôt, on parlait des archétypes. Moi, je peux très bien parler des archétypes pendant des heures d'un point de vue théorique, mais un jour ou l'autre, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est de comprendre que tous ces archétypes-là, quelque part, puissent vivre en moi, que je puisse les ressentir en moi. Et c'est ça, quelque part, c'est l'expérience qui doit être privilégiée plutôt que la théorie. Alors, moi, je vous donne des éléments de base qui vont vous permettre de voyager entre vous,
Et je pense que c'est important de bien mettre en lumière la notion vivante de ça et de ne pas sombrer dans des éléments techniques inutiles, par exemple. Mais c'est une très bonne question que tu me poses, c'est une question à laquelle je réponds fréquemment aussi, donc je pense que c'est toujours bien de répéter des questions importantes comme celle-là. Mélissa qui me dit s'unifier, mais aussi effacer nos croyances limitantes. Sinon, à chaque fois qu'on avance, on va bloquer, non? Mais à partir du moment qu'on s'unifie, on n'est pas en relation avec nos croyances limitantes. S'unifier, c'est finalement renouer contact avec un potentiel expansif. Pourquoi je dis ça? Parce que la blessure, la dualité repose sur la blessure. La blessure, c'est une blessure. Par exemple, l'abandon est une blessure. Donc, si je me sens abandonné, ça veut donc dire quelque part que j'ai une expérience émotionnelle dans mon histoire personnelle qui m'a amené à vivre l'abandon. Cette expérience émotionnelle dans mon propre champ énergétique, je vais pouvoir la percevoir. Je vais pouvoir percevoir cette énergie-là. Pourquoi? Parce que cette énergie-là ne fait pas partie de moi. Elle n'est pas équilibrée avec moi parce que je m'en suis dissocié. Dissocié veut donc dire m'en séparer. Alors, quand on parle d'unification, on n'est pas en train de parler de séparation. On est vraiment en train de parler de se réapproprier quelque chose dont on s'était coupé. Donc, tu vois que l'unification ou la réunification, c'est vraiment de renouer contact avec une énergie avec laquelle on était en dissociation pour pouvoir faire la paix avec elle. Et en faisant la paix avec elle, on renoue contact avec une forme de guérison. Et cette guérison-là va nous amener à quoi dans notre cerveau? Elle va nous permettre de retrouver un potentiel évolutif que l'on avait perdu. C'est-à-dire que moi, si à l'âge de 5 ans, j'ai vécu l'abandon, je ne peux pas accéder à autre chose que l'abandon. Donc, si j'ai aujourd'hui un certain âge plus avancé et que je fais la guérison face à cet abandon-là, ben, je vais me permettre de me réapproprier quelque chose dont je n'étais pas conscient. C'est-à-dire que je vais prendre conscience que derrière l'abandon, maintenant que j'ai fait la paix avec l'abandon, je me rends compte finalement qu'en dedans de moi, ben, j'ai une grande force d'affirmation, que j'ai envie de faire plein de projets parce que justement, je me rends compte que l'abandon m'a donné l'impression que je n'avais pas le droit d'être fort plus puissant et que maintenant que je fais la guérison de l'abandon, je me renoue contact avec le potentiel évolutif que j'avais finalement rejeté jusqu'à maintenant. Alors, vous voyez, c'est ça un peu qui va nous amener. Donc, l'unification, elle permet vraiment de renouer contact avec des potentiels évolutifs que l'on n'avait pas accès. Et la physique quantique présente des choses intéressantes à ce sujet-là, parce qu'elle met en évidence à quelque part qu'on est un peu comme des réalités virtuelles. Notre cerveau est dans notre champ énergétique, et dans notre champ énergétique se manifestent les mémoires limitatives, qui sont les mémoires figées, qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent. Par exemple, l'abandon. Je n'ai plus 5 ans, mais dans mon propre champ énergétique, j'ai l'expérience de l'abandon qui se répète encore comme si j'avais encore 5 ans. Ça, c'est la mémoire limitative. Maintenant, il y a des mémoires expansives. Les mémoires expansives, ça met en évidence à quelque part des potentiels évolutifs qui sont en moi que je peux nourrir ou ne pas nourrir. Qu'est-ce qui va faire qu'un potentiel évolutif va s'incarner en ma matière? C'est que je vais lui donner de l'importance, je vais lui donner de la valeur, je vais lui donner à quelque part de la nourriture, qui va faire que le potentiel évolutif va s'incarner en la matière et il va me donner le sentiment que je suis en train de m'actualiser. Alors, c'est ça un peu qu'on pourrait dire là-dessus. Donc, effacer nos croyances limitantes, c'est une étape avant l'unification. On ne peut pas s'unifier avec des croyances limitantes. On peut s'unifier avec quelque chose qui est en accord avec les profondeurs de l'être que nous sommes. Et c'est là, quelque part, qu'on retrouve la position d'alignement, et c'est là, quelque part, qu'on est dans une position de négantropie, c'est-à-dire de non-usure à ce moment-là. Isabelle qui me dit, lorsque je pratique, je me sens dans un état entre éveillé et endormi, de l'ordre du rêve, si bien que je ne sais pas si je peux me fier à ce que je reçois, car ça me semble parfois déconnecté, ou bien c'est peut-être que je n'accepte pas. Où est-ce qui pourrait m'aider à le préciser? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à le préciser? Donc, bien sûr, c'est une question très intéressante aussi, parce qu'évidemment, c'est une question qui est redondante dans la pratique, mais c'est une très bonne question. On la retrouve fréquemment dans la pratique, cette question-là, parce que on est effectivement dans un état de semi-éveillé, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression de rêvasser dans une pratique de la pleine conscience intuitive. Souvent, qu'est-ce qui est proposé de faire? C'est soit l'enregistrer, s'enregistrer. Ça nous permet donc de pouvoir vraiment laisser libre cours à ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on entend, de pouvoir le libérer par la parole et de l'enregistrer, donc de pouvoir écouter par la suite. C'est une première chose. Deuxième chose, évidemment, c'est de le noter sur un journal intime, prendre le temps de le noter pendant qu'on le fait ou à la fin. Ça peut être diverses façons de faire. Et ces façons de faire-là sont importantes parce qu'elles vont me donner l'opportunité d'y revenir.
Par exemple, on est le 28 octobre, mais je peux, moi, revenir sur ma pratique du 14 octobre et regarder ce que j'ai fait le 14 octobre et comparer ça avec le 21 octobre et le 28 octobre pour voir effectivement si j'ai eu une progression ou pas. Donc, ça me permet de poser un sens, de donner un sens au cheminement que je suis en train de faire. Ce qui implique la notion d'accompagnement. L'accompagnement, c'est qu'à chaque semaine, par exemple, j'ai pu voir une progression où je n'ai pu voir, j'ai pu voir qu'il n'y avait pas de progression du tout, où j'ai pu voir qu'il y a des informations qui sont vraiment très évolutives qui sont là, mais que je ne me sens pas capable d'intégrer dans ma propre vie. Bon, il y a plein de questions comme ça qui vont se manifester, qui vont m'amener, moi, me dire, OK, je constate que des informations intuitives qui sont là, que je n'ai pas encore actualisées dans ma vie, ça fait trois mois qu'on m'en parle, mais je n'arrive pas à rien. Donc, j'ai des choix. Soit que je me dis, ben, tiens, je vais travailler directement sur cette énergie-là, ce potentiel évolutif-là, et je vais questionner pourquoi je n'arrive pas à l'incarner, je vais faire un travail là-dessus, ou je pourrais demander de l'aide. Bon, il y a plein de façons de faire. Mais l'idée clé là-dedans, c'est est-ce que tu t'accompagnes? Et là, je ne m'adresse pas seulement à toi, Isabelle, mais je m'adresse à tout le monde. Est-ce que tu t'accompagnes? Est-ce que le chemin que tu es en train de faire dans ta vie, est-ce que de par moment, tu fais de la pratique intuitive, de par moment ici et là, et sans vraiment y revenir, en te donnant une idée plus ou moins claire de ce que tu fais comme cheminement évolutif, ou est-ce que tu te suis dans un journal intime dans lequel tu t'accompagnes? Cet accompagnement-là, pour moi, est vraiment la clé, parce qu'il me permet de me rappeler que ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose que je suis en train vraiment de cheminer, d'évoluer, de progresser avec. Alors moi, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment important d'être attentif à cette idée de l'accompagnement qui va faire que je vais arriver à développer la foi. Parce qu'à mesure que je m'accompagne, à mesure que j'observe mes perceptions intuitives, que je les compare, que je vois l'évolution, c'est là que je vais arriver à discerner ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. C'est là que je vais pouvoir questionner mes intuitions lorsque j'ai des doutes. Je vais pouvoir interagir avec l'information intuitive. Et ça, je pense que c'est vraiment important de comprendre ça. Que plus je fais ce travail d'interaction et d'accompagnement dans mes perceptions intuitives, plus j'arrive justement à trouver un plus grand équilibre dans ma propre vie. Alors, c'est ça un petit peu que je conseillerais, moi, par rapport à la question d'Isabelle. Alors, évidemment, si tu as des questions, des commentaires par rapport à ça, ben, tu peux me revenir sans problème. Donc, pour ceux qui rentrent, je vous inviterai donc à mettre vos micros à mute. Il y a ici, et je souhaite bienvenue, bien sûr. Alors, ensuite, il y a Brigitte qui me dit oui, tu as bien raison, c'est difficile de demeurer droite envers cette décision devant les réactions occasionnées par nos changements. Je suis enclin à donner une autre chance et espérer que l'autre change au lieu de maintenir ma décision de base. Oui, ben, c'est sûr que, tu sais, quelque part, la vie, c'est pas. Il n'y a rien de rigide. On peut manifester une rigidité dans la vie, mais on peut effectivement manifester ce que j'appelle le mot ne vient pas, mais ce qu'on appellerait quelque part être ouvert en se disant, ben voilà, j'accepte l'idée que cette personne-là, je lui donne le bénéfice du doute et que j'espère effectivement qu'elle va me donner l'opportunité de lui donner raison, c'est-à-dire que je lui donne une chance et j'espère qu'elle va me donner raison dans la chance que je lui donne en ajustant mon tir, en étant peut-être plus attentif à qu'est-ce qu'elle veut, etc. Je vais m'ajuster, m'adapter. Maintenant, cette adaptation-là, Brigitte et tous, ben, je reviens avec ce que j'ai dit tantôt, responsabilité. C'est-à-dire que j'ai une responsabilité. La responsabilité, c'est que j'ai reconnu des comportements qui ne convenaient plus et des gens peuvent réagir à ça en me disant, ben oui, mais je trouve que tu exagères, etc. Et moi, je peux prendre responsabilité par rapport à ça en te disant, OK, je conçois quelque part que tu puisses trouver ça difficile, ce que je suis en train de faire comme changement. Moi, je tiens beaucoup à toi. Donc, j'ai le désir de faire un ajustement pour toi. Par contre, par souci d'équité, ben moi, je fais un changement, je fais un effort pour toi, mais j'aimerais ça quelque part que toi, tu fasses un effort pour moi. C'est important, cette notion d'effort. Moi, je fais un effort pour toi, dans le sens que je suis prêt à m'ajuster à une demande parce que je tiens à toi. C'est important de le dire, je tiens à toi. C'est pour ça que je fais un ajustement. Mais en même temps, j'aimerais ça aussi que toi, tu me démontres que tu es capable de faire un ajustement pour moi aussi. Et c'est là qu'on trouve ce que moi j'appelle la zone de partage. La zone de partage, c'est deux êtres humains qui se rencontrent et qui se tendent la main et qui se disent, ben oui, chacun de nous, nous avons fait un pas pour aller dans la bonne direction en commun. Je pense que c'est la meilleure façon de procéder parce que souvent, quand on veut justement ne pas perdre quelqu'un, on peut faire, nous, des efforts, mais si on ne demande pas à l'autre personne
de s'engager dans un effort aussi, bien souvent, ça crée une situation où c'est nous qui faisons l'effort et l'autre ne le fait pas. Et ça peut créer des situations de frustration parce qu'on se rend compte que l'autre personne, bien, effectivement, elle ne fait pas tout ce qu'on avait espéré qu'elle fasse. Et ça peut être bien donc de chercher à le clarifier, ça. Donc, c'est pour Brigitte. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Moi, j'aime ressentir, voir, vibrer. Ben oui. Si on situe ça dans la pleine conscience intuitive, je ne sais pas, Sylvia, si tu pratiques, mais moi j'aime ressentir, mais ressentir quelque part, ça fait référence beaucoup pour moi à vibrer. Donc, quand on dit je ressens quelque chose, je pourrais ressentir de l'ennui, par exemple. Est-ce que l'ennui me fait vibrer? Il y a de fortes chances que non. Maintenant, la question qu'on va poser comme question essentielle, c'est qu'est-ce que tu aurais besoin pour vibrer? Alors, si tu ressens quelque chose qui te fait vibrer, ça veut donc dire que tu as envie de te lever et de faire quelque chose dans la direction que tu ressens en toi, ça te fait vibrer. Donc, c'est important, quelque part, cette notion de vibrer qui est reliée donc à l'idée de je ressens quelque chose qui me fait vibrer. Parce que par rapport à je ressens quelque chose qui ne me fait pas vibrer. Parce que souvent, si on ne fait que ressentir des choses qui ne nous font pas vibrer, ben, on va vivre un certain malaise, un certain inconfort, une certaine déception. Tout comme voir, je peux voir des choses qui me font vibrer et des choses que je peux voir des choses qui ne me font pas vibrer. Donc, le mot vibrer est vraiment important parce que c'est le mot, quelque part, qui va mettre en évidence l'idée du moteur interne qui me dit, oui, j'ai envie de faire quelque chose ou je n'ai pas envie de le faire. Donc, je pense que c'est important de se rappeler qu'est-ce qui me fait vibrer et qu'est-ce que je peux faire pour justement garder cette vibration la plus vivante possible en moi, la plus vibrante possible en moi. Alors, Isabelle qui me dit merci, merci à toi. Robert, une mémoire limitative comme l'abandon, lorsqu'elle est déprogrammée, reste quand même en nous. Cependant, la connaissance, elle n'a plus de pouvoir sur nous, elle peut nous aider à prendre notre chemin. Ça fait du bon sens. Oui, dans le sens que la mémoire limitative, finalement, c'est une énergie. Alors, on pourrait dire, ben, à partir du moment que moi j'ai déprogrammé, elle n'existe plus. Ce serait un mensonge. Parce que la mémoire, finalement, de l'abandon, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie que moi j'ai vécue d'abandon à l'âge de 5 ans. J'ai donc construit dans ma structure énergétique une blessure d'abandon. Maintenant, cette blessure d'abandon-là, si elle vibre avec des mémoires familiales qui sont en moi, bien, on vient de comprendre que cette mémoire d'abandon-là, elle va être amplifiée par la mémoire familiale. Si elle vibre avec des mémoires d'autres vies, qui ont des charges émotionnelles intenses au niveau de l'abandon, tout comme la mienne, je vais amplifier encore plus cette expérience d'abandon. Donc, pour moi, l'expérience d'abandon n'est pas simplement un changement que je suis en train de faire sous ma propre conscience, mais un travail que je suis en train de faire sur une vibration plus profonde que je dois apprendre à apprivoiser pour amener une transformation qui va faire que je ne vais plus vibrer avec l'expérience émotionnelle d'abandon de mon histoire, mais dans mon histoire familiale aussi, et des mémoires d'autres vies. C'est comme un travail de guérison profond qui m'amène à élever mes fréquences et à me dégager d'un certain type d'expérience. Alors, souvent, c'est quelque chose qui peut prendre un peu plus de temps. Et c'est pour ça que je reviens avec le mot accompagnement, parce que l'accompagnement met en évidence que je suis en train de faire un travail d'accompagnement pour amener une transformation dans ma propre vie. Alors, cette transformation, ben, elle va se faire comment? Ben, elle va se faire à partir du moment où moi, je vais me donner la permission de ne plus constamment nourrir finalement ces expériences d'abandon avec lesquelles je suis en interaction, mais d'apprendre justement à me dégager, à me détacher, à porter mon attention, ma fréquence, ma vibration dans une autre direction. Et c'est comme ça qu'un changement va pouvoir prendre forme. Donc, si on la connaît, évidemment, elle a moins de pouvoir sur nous, bien sûr, et plus j'apprends à la connaître, et plus j'apprends aussi à reconnaître que la vie est en train de me transmettre à travers les messages de la vie, plus j'apprends à mesurer le changement que je suis en train de faire. Ainsi, je constate que l'abandon ne fait plus partie de ma vie. Ça veut donc dire quelque part que je me suis dégagé d'une certaine charge d'elle, mais je dois être attentif quand même, puisque je sais que je pourrais retomber. Donc, on doit comprendre ça aussi. Voilà. Je pense que je t'ai répondu, Robert. Isabelle qui me dit, j'ai l'impression en fait que j'ai une peur qui monte parfois de questionner plus sur ce qui se passe plus sur ce qui s'est passé lors d'une pratique précédente. Ben, tu vois, cette peur-là, quelque part, elle touche la communication d'une façon générale. Je donne des exemples. On a très peur, nous, en tant qu'humains, de pouvoir justement faire part de ce qu'on ressent à une autre personne. On a très peur que quelqu'un nous dise quelque chose, puis qu'on a peur de revenir sur cette personne-là pour lui dire qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a senti, etc. Donc, je pense que c'est tout ça, quelque part, qu'on doit comprendre, c'est que la communication, on ne l'a pas appris,
Et ça demande de faire face à une situation qui est toute simple, de se dire, j'existe et j'assume ma volonté d'exister. Pourquoi je dis ça? Parce qu'Isabelle, quand elle me dit, j'ai une peur qui monte, parfois de questionner sur ce qui s'est passé dans une pratique précédente. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, Isabelle, tu manifestes et t'incarnes le fait que tu es vivante. Et que tu oses revenir sur quelque chose qui s'est passé pour dire, je suis vivante et j'aimerais comprendre quelque chose. Alors, ça vient mettre en évidence cette notion de chiante, une personne chiante, une personne qui vient débalancer l'équilibre. Hey, on était bien sans toi, pourquoi tu viens nous déranger? Pourquoi tu viens nous rappeler sur ce qui s'est passé? Tu vois, c'est un peu cette espèce d'impression que l'humain, en général, n'aime pas la communication confrontante ou la communication qui doit la ramener à des explications. Donc, c'est certain que dans le processus intuitif, on est confronté aussi à ça parce qu'on doit être chiant d'une certaine façon, parce que le questionnement qu'on effectue est un questionnement où on dit à notre intuition même, je suis vivant et je veux comprendre pourquoi tu me dis telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Je n'ai pas envie de te prendre, de te croire sur parole. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas habituel dans le monde spirituel, dans le monde intuitif même. On part du principe, bien oui, que l'intuition, c'est la vérité, on ne doit pas la questionner, c'est comme le bon Dieu. Puis moi, je dis non, l'intuition doit être questionnée, surtout quand elle nous amène dans des voies qui nous apparaissent comme étant pas justes ou qu'on ne comprend pas. On doit la questionner pour développer le discernement. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très important. Et je t'encourage, Isabelle, justement, de t'accompagner dans cette volonté que tu as de clarifier les choses, de demander à ton corps, de demander à ton intuition de t'expliquer clairement ce qu'il veut te communiquer et ce qu'il ne te communique pas, de te dire ben, pourquoi tu ne l'as pas dit, d'apprendre vraiment à développer un sens critique qui va faire que ton intuition va s'enrichir, je dirais. Il y a ensuite Sylvia qui me dit, je manque d'assurance et je ressens beaucoup. Merci infiniment, je ressens encore l'abandon. Je ressens encore l'abandon et la maltraitance. Oui, OK, d'accord. Donc, tu ressens beaucoup. Maintenant, c'est ça. Alors, le ressenti, effectivement, je reviens avec la question fondamentale, c'est que tu ressens beaucoup. Tu aurais sans doute le désir de plus ressentir d'une façon vibrante les choses, d'une façon qui te fait vibrer. Et je pense que ça serait intéressant de prendre un papier et un crayon et de noter c'est quoi qui fait vibrer. C'est quoi qui fait vibrer et à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour vibrer davantage? Pourquoi je dis ça? Parce que si tu commences à faire ça, tu vas finalement te rendre compte que l'abandon et la maltraitance ne sont pas des émotions qui te font vibrer. Donc, tu vas commencer à porter ton attention vers quelque chose qui n'est pas de l'abandon et de la maltraitance. Donc, tu vas développer des comportements qui ne seront pas en accord avec la position d'abandon et de maltraitance. Donc, moi, je te dirais que ce serait sans doute une chose intéressante à faire pour toi de développer une belle façon de regarder ta vie en reconnaissant que tu ressens beaucoup et ce que toi, tu as envie de ressentir dorénavant, c'est cette vibration bienfaitrice qui te fait comprendre que tu es en train de te sortir de l'abandon et la maltraitance. Et probablement que ce qui te gêne, Sylvia, c'est que le fait d'abandonner tout ça te met en contact avec un caractère fort, puissant, qui peut être déplaisant, qui peut être dérangeant et que tu dois apprendre à développer de plus en plus fortement. Alors, je pense que ça peut être intéressant pour toi, donc, de développer ça, je dirais. Voilà. Donc, tu peux me revenir là-dessus, c'est des questions. Il y a Léla qui me dit « Je me sens de plus en plus dans mon cœur, ceci m'apporte beaucoup de bonheur d'acceptation. » Ben, tu sais, comme la pratique d'enracinement, c'est ce qu'elle fait, c'est-à-dire on cherche à relier la terre et le ciel dans notre chakra du cœur. C'est une façon donc d'amplifier notre cœur et de nous donner un sentiment de plus grande acceptation de ce qui se passe dans notre vie et de développer notre sens de l'intuition. La cohérence cardiaque est une respiration très simple. On inspire 3 secondes, on expire 6 secondes. Et cette façon de faire-là va faire que notre cœur, notre cerveau vont favoriser le meilleur équilibre et on se sentir plus apaisé. Parce que notre cœur va être plus malléable, on va être plus dans un processus où notre rythme cardiaque va être plus rythmique et on va être en mesure de plus être dans une position intuitive aussi. Donc, tu vois quelque part que tout ça, finalement, indique bien que le cœur est une zone de sensibilité extrêmement élevée, extrêmement forte pour développer notre intuition, mais pour développer le bonheur aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on reconnaît dans les grandes traditions indiennes au niveau de la respiration, du pranayama, et on sait que dans les guérisons chamaniques ou les guérisseurs, le travail au niveau du chakra du cœur favorise le développement de l'intuition et l'habileté à guérir également. J'ai de la peine à avoir des réponses et quand elles sont là, à savoir si j'interprète. OK, Marie. Je ne sais pas si
c'est quelqu'un qui suit la formation ou pas. Ce que je te dirais par rapport à tes questions, ça vient un petit peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure, nous, du journal intime. Moi, je crois que le journal intime, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'on a beau faire, par exemple, une démarche intuitive à chaque jour, si on ne prend pas le temps de l'écrire, ça veut donc dire quelque part qu'on n'a pas pris le temps on n'a pas de traces de ce qu'on fait. Et si on n'a pas de traces, on n'est pas en mesure de revenir sur ce qu'on a fait. On n'est pas en mesure de s'accompagner, en fin de compte, puisqu'on risque d'oublier ce qui a été fait. Surtout que l'intuition, c'est souvent dans un état de semi-éveil qu'on le fait, donc on oublie facilement. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir un journal intime qui nous rappelle à quelque part qu'est-ce qui s'est présenté à nous. Maintenant, avoir des réponses. Maintenant, je ne sais pas, Marie, si tu es sur la formation ou pas. Je reviens avec des éléments de base de la pleine conscience intuitive. Il y a une démarche pour développer une intuition. Donc, la première démarche, c'est la description de ce qu'on voit, entend et ressent, ou qu'on goûte, ou qu'on hume. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Alors ça, c'est une description qu'on va faire objective. Donc, on ne cherche pas à interpréter à ce stade-là. On est vraiment dans une description. Ce qu'on voit, entend et ressent plus particulièrement. Après ça, on va questionner. Quand je dis questionner, c'est qu'on questionne ce qu'on perçoit, que ce soit au niveau visuel, auditif ou sensitif. Un peu comme si je m'adressais à quelqu'un que je rencontre dans la rue, « Ah bonjour, comment ça va? » Je m'adressais à la personne pour lui dire « Bonjour, comment ça va? » Donc la perception intuitive, je vais m'adresser à elle pour voir comment elle va réagir. S'il n'y a pas de réponse, c'est là qu'on va intervenir, on va se positionner, on pourrait se positionner par rapport à la perception en lui disant « Regarde, je suis triste parce que tu ne me donnes pas de réponse. » Par exemple, ça pourrait être une façon d'interagir avec l'information. S'il n'y a toujours rien qui se passe, on peut envisager l'étape de déprogrammation, dans laquelle on va donner à la perception tout ce dont elle a besoin pour qu'elle puisse se transformer. Et ensuite, il y a le soin qui peut venir ajouter à ça. Donc, toutes ces interactions-là risquent d'amener une transformation et un plus grand flot d'informations qui va se faire. Évidemment, il y a de la pratique. La pratique est essentielle. Donc, moins j'en fais, plus je doute. Plus j'en fais, moins je doute. Donc, c'est pour ça que le journal intime devient intéressant. Et l'idée de pratiquer et d'être encadré souvent va aider justement, surtout aux débutants, de pouvoir dépasser les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc, c'est des questions plus claires à ce niveau-là, tu me reviens. Alors, l'interprétation dont tu me parles également, c'est un piège, évidemment. Bien sûr que tu peux interpréter. Maintenant, si tu ne prends pas le temps de noter dans ton journal intime ce que tu perçois, ça ne te permet pas de vérifier. Parce que l'idée là-dedans, c'est que les intuitions, ce n'est pas si important que ça que les intuitions. En fait, compte, la démarche intuitive, c'est une démarche qui repose sur la foi. La foi, c'est que j'ai confiance en mon monde intérieur, à mes perceptions, à ce qui m'est dit, etc. Comment peut-on arriver à une confiance? C'est parce qu'on a pratiqué, puis qu'on a constaté que la petite voix intérieure qui était en nous, elle était juste. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir faire confiance à nos perceptions. Donc, moi, c'est ça que je t'inviterais à faire. Sylvia qui me dit, oui, je travaille très fort sur le changement, j'adore, je relâche bien, excellent, donc tant mieux. Isabelle, mille merci Sylvain, c'est exactement ça, je vais donc être plus chiante et m'autoriser à questionner plus mes intuitions. Exactement, ça manifeste à quelque part. Tu sais, c'est intéressant parce que quand notre regard qu'on porte vers soi est un regard qui va nous amener à porter le changement qu'on porte sur soi, dans cette situation-là, par exemple, Isabelle, va t'amener à poser un regard différent sur l'extérieur aussi. C'est-à-dire que la façon qu'on gère notre communication interne est similaire à la communication qu'on gère dans la communication relationnelle qu'on a avec les gens. Et c'est très intéressant de comprendre ça, parce que ça nous permet de comprendre comment on est ignorant de la communication. C'est malheureux, mais on est ignorant, je m'inclus là-dedans, on est tous ignorants, parce qu'on n'a pas été éduqués là-dedans. On n'a pas eu de connaissances là-dedans. Alors, je pense que c'est vraiment important d'être attentif au fait que communiquer, c'est de reconnaître qu'effectivement, qu'on a une forme d'authenticité à développer avec soi-même et une forme d'authenticité à développer avec les autres. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis, ce n'est pas quelque chose qui nous a été donné nécessairement. On a peut-être eu même des mauvais exemples et on doit apprendre à le faire. Je pense que c'est important de le reconnaître. Merci pour la réponse. Robert, tu me dis ça. J'essaie de comprendre pourquoi Caroline Lys dit que les archétypes comme la victime ou l'enfant abandonné fait tout le temps partie de notre vie. Crois-tu que nos archétypes changent avec notre évolution? Absolument. Bien sûr, c'est tout le principe de résonance. Moi, j'ai 7 chakras, par exemple. Alors, ces 7 chakras-là, quelque part, ont des états particuliers.
Donc, ces états particuliers vont faire que moi, mon chakra racine peut être désaligné, mon chakra sacré hyperactif, mon chakra solaire hypoactif, et ainsi de suite. Donc, chacun de ces états-là vont finalement amener une certaine énergie, et cette énergie-là va donc amener des résonances particulières avec des états émotionnels ou des archétypes, et que tout ça, ben, quelque part, est en mouvement perpétuel. Maintenant, ces mouvements perpétuels-là, si moi je m'accompagne, ben, je risque effectivement d'amener une transformation profonde à faire. Maintenant, si on regarde des blessures fondamentales, je dirais, hein, il y a William Reich qui avait bien mis dans cette notion-là, hein, qui a développé l'analyse caractérielle. C'est un psychanalyste hein, qui a collaboré avec Freud et qui a choisi de reconnaître que le corps était l'inconscient. On va dire ça d'une façon caricaturale, c'est un peu ça qu'il disait. Et puis Freud n'a jamais reconnu ça, évidemment, et ça crée une scission. Et Carl Gustav Jung, pas Carl Gustav Jung, excusez-moi, mais William Reich a donc développé ce concept des blessures émotionnelles et qui développait les cuirasses. Ensuite, il y a eu Lise Bourbeau qui a repris ce concept-là plus simplement, puis il y avait avant elle, Alexander Lowen, Pierre Lacoste aussi qui avaient repris ces concepts-là. Et c'est bien évident que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a quand même des blessures fondamentales et que oui, il y a donc des choses qui vont évoluer dans leur forme, dans leur façon de s'exprimer, mais que fondamentalement, il y a des blessures à quelque part qui demeurent présentes profondément en soi et que ça va se dissoudre à mesure qu'on va se détacher de notre expérience égoïque. C'est là que la démarche spirituelle devient une source positive et évolutive pour chacun d'entre nous, c'est qu'à un moment donné, on n'est plus sensible à des expériences émotionnelles qui ne nous parlent plus parce qu'on s'en est complètement détaché, parce qu'on a nourri à quelque part une source spirituelle d'une façon très importante. C'est un peu comme ça que je pourrais dire ça. Ça revient un peu à cette notion d'unité dont je parlais tantôt. Plus je suis en train de vibrer avec l'unité, moins je suis en train de vibrer avec des éléments de dualité qui sont en moi. Alors, c'est ça un peu le principe qu'on va chercher à faire tout au long de notre vie. Sylvia qui m'a dit « Yes, merci, je fais un travail si grand que j'ai fait des démarches pour retrouver ma maman. » C'est super, c'est super. C'est important, effectivement, de répondre à ce désir de retrouver nos racines, je dirais. Et retrouver nos racines, mais ça implique justement d'être capable de pouvoir effectivement retrouver sa mère. C'est une démarche que pas tout le monde fait, hein, mais c'est une démarche, évidemment, que je peux comprendre, bien sûr, qui peut être importante, mais qui nous permet de comprendre quelque part que moi, en tant qu'être humain, je suis. C'est-à-dire que ma mère, mon père, bon, ils sont et moi je suis. C'est-à-dire que la relation que j'ai avec ma mère, c'est une relation quelque part qui me permet de me positionner pour dire que je suis ça et que tu es ça, maman, et que papa est ça, et moi je suis ça. Alors c'est important de se rappeler quelque part que ça nous met en relation avec cette réalité-là. C'est de l'intuition lorsque je sens une présence. C'est une question un peu floue. Je vais te répondre comme ceci. Dans le processus intuitif, de la pleine conscience intuitive, le jeu qui est joué dans la pleine conscience intuitive, c'est de jouer justement sur cette idée qu'il y a une présence. La présence peut être quoi? Ça peut être une sensation, ça peut être un mot, des mots, ça peut être des images qui sont présentes, ce sont des présences, ça peut être une présence d'une forme spirituelle à côté de moi. Tout ça, c'est un jeu. Maintenant, ce jeu-là, de quelle façon il peut devenir cohérent et intelligent, c'est quand on lui donne la permission d'exister. Et quand on lui donne la permission d'exister, ça veut dire qu'on accepte l'idée que ces manifestations sont animées d'une sagesse et d'une intelligence, qui sont capables de nous transmettre justement leur intelligence et leur sagesse. Et c'est comme ça qu'on peut arriver donc au meilleur résultat. Donc, je te dirais quelque part que c'est ça qui est important, c'est de ne pas se laisser impressionner par ce qu'on peut appeler des présences, mais davantage de se positionner comme étant un témoin de ces présences-là. Et ces présences-là, effectivement, qu'est-ce qu'elles ont à nous communiquer? C'est quoi leur sens? C'est quoi leur raison d'être? Si elles n'ont aucune raison d'être, ce n'est pas intéressant. Hein, c'est-à-dire que si je constate que j'ai une présence que je perçois et que cette présence-là me dit des choses qui me guident, qui m'orientent, qui m'apportent quelque chose, ben, je vais être content que la présence soit là. Si c'est une présence qui ne m'apporte rien, ben, je ne porte pas vraiment attention. Donc, vous voyez, c'est ça un peu l'idée là-dedans, c'est de toujours trouver l'équilibre aussi. C'est-à-dire qu'une présence, par exemple, toi, là, tu me précises, c'est mon papa qui me dit d'être heureuse. Mais maintenant, moi, je lui dirais, mais papa, pourquoi tu es là? Hein, moi, je te remercie de me donner, de me dire
d'être heureuse, mais comment puis-je être heureuse? Ça, c'est une question intéressante. Quelqu'un me dit, mais il faudrait que tu sois heureux. On parlait avec quelqu'un, la personne me dit, mais je te sens triste, tu devrais être heureux, toi. Ah oui, pourquoi? Ben, je sais pas, il me semble que tu devrais être heureux. C'est normal d'être heureux. Oui, c'est vrai, mais que tu veux, ma vie ne m'a pas apporté le bonheur, ne m'a pas apporté la joie ou que j'aurais souhaité. Ben, quelque part, OK, je comprends ça, puis bon, ça s'arrête là. Alors, tu vois que maintenant, si on dit, OK, tu devrais être heureux, puis j'ai quelque chose à t'apporter pour te donner cette aide-là, ou t'apporter ce soutien-là, ou je ne sais quoi, ben là, on est en train d'amener un autre élément. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de dire, tu devrais être heureux, on est en train de te dire, ben, regarde, tu devrais être heureux, puis voici le chemin ou le processus qui te permettrait d'être heureux. Donc, moi, c'est ça que je te demanderais, Sylvia, de pouvoir aller un peu plus loin, dans le sens que ton papa te dit d'être heureux, mais est-ce qu'il y a une recette, lui? Est-ce qu'il y a quelque chose à te communiquer pour te donner de l'information qui te permettrait d'atteindre ce bonheur-là? Ça, c'est ça un petit peu, je dirais. Robert qui dit, lorsque nous voyons une image, comment savoir si c'est un guide ou une représentation de soi-même que l'on voit? Par exemple, j'ai vu des Amérindiennes qui m'entouraient, j'avais l'impression que c'était des guides, mais je ne les avais pas convoqués. Ah, mais ça, Robert, les femmes, c'est comme ça, hein, on ne les convoque pas, puis elles se présentent comme ça, on n'y veut pas, puis elles sont là. C'est la blague, la mauvaise blague qu'il ne fallait pas que je fasse aujourd'hui. J'en suis désolé. C'était sûrement pas la blague qu'il fallait que je fasse, mais bon, c'était pour taquiner un peu tout le monde. Mais ceci dit, quand on parle de guide, tu me dis une représentation de soi-même que l'on voit. Est-ce que c'est une représentation de soi-même que l'on voit? C'est une question intéressante. Parce que, quelque part, comme la pleine conscience intuitive est un jeu de l'imaginaire, qu'on prend l'imaginaire comme un véhicule, ce véhicule-là me permet de voyager en moi, me permet de voyager vers un partenaire, me permet de créer un espace pour qu'une manifestation intelligente, une manifestation de sagesse, se manifeste. Alors, cette manifestation-là peut prendre diverses figures, diverses façons de se manifester. Et lorsqu'elle a une cohérence, une pertinence, elle devrait se manifester à nous avec une volonté de nous dire, ben voilà, je suis là parce que quelque part, j'ai envie de te témoigner, quelque chose. Alors, Robert, pour revenir sur cette question, bien évidemment, quand quelqu'un se présente et qu'on n'a pas convoqué dans la vie de tous les jours, hein, je suis assis, moi, puis il y a des gens qui se présentent à moi, puis ils viennent me voir, puis que je ne les ai pas convoqués, puis je ne sais pas ce qu'ils veulent, ben, je serais en droit de leur demander, de leur dire, ben écoute, c'est super que vous soyez là, mais moi, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Est-ce que vous avez une raison d'être là? C'est quoi le message que vous allez me communiquer? Donc, la chose essentielle, quand on est en interaction avec une manifestation intuitive, quelle qu'elle soit, et les guides font partie des manifestations intuitives, quelles qu'elles soient, bien évidemment, il faut qu'elles nous démontrent leur pertinence. Si elles n'ont pas de pertinence, bon, elles se sont présentées, mais on n'a pas compris leur pertinence, ben c'est intéressant, mais on ne pourra pas en faire grand-chose. Si on s'adresse aux Amérindiennes et qu'on leur dit, mais c'est quoi ton message? Qu'est-ce que tu fais là? Et qu'on est en interaction avec elles, bien, elles doivent, évidemment, chercher à être en interaction avec soi pour nous amener à élargir notre conscience, nous apporter quelque chose, un message quelconque, quelque chose comme ça, ou un soin. Tu vois, c'est ça un peu l'idée du guide. Alors, la question à se poser, est-ce que c'est un guide, c'est pas un guide, c'est pas important. L'important, quelque part, c'est de donner la chance à cette manifestation-là de nous démontrer son intelligence. Hein, moi, je pourrais me dire toujours, est-ce que c'est un guide, c'est pas un guide, je ne sais pas. Je la regarde l'amérindienne, puis je ne suis pas 100% sûr que c'est un guide. Mais là, je pourrais me poser des questions pendant des heures, des années même, en train de me demander est-ce que c'est un guide ou c'est pas un guide. Si je m'adresse à l'amérindienne et que je lui demande, ou aux amérindiennes, et que je leur demande qu'est-ce qu'elles ont comme message, qu'est-ce qu'elles font là, je suis en train de leur dire, ben voyez les amis, moi je suis ouvert, j'accepte que vous soyez peut-être des guides, je ne sais quoi, mais démontrez-moi quelque part que vous êtes là pour quelque chose, puis enseignez-moi ou dites-moi qu'est-ce que vous faites là, et je pourrai apprécier votre présence d'une façon plus importante. Donc, c'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça, Robert. Sylvain qui me disait, je n'ai pas pensé de lui poser la question, c'était concernant le père. Bien sûr que c'est ça, évidemment, on a tendance à oublier ce genre de choses-là, mais dans la pleine conscience intuitive, on combine les trois, donc lecture intuitive, décodage intuitif, donc déprogrammation et soins. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on évolue et qu'on arrive justement à augmenter notre conscience par rapport à un travail qu'on effectue avec une manifestation, quelle qu'elle soit. Merci Sylvain, donc c'est Isabelle. Merci Sylvain, questionner comme tu en parles, le confort avec la notion de responsabilité. Je trouve ça très intéressant et perturbant en même temps. Ben, la responsabilité, ben, c'est justement, la responsabilité, c'est assumer quelque part qu'on est vivant,
trouve ça très intéressant et passionnant en même temps. Je vais le travailler plus, effectivement, parce que la responsabilité, c'est quoi? C'est encore une fois, c'est assumer. C'est la position de verticalité dans les questions. J'assume que moi, j'ai besoin pour mieux collaborer avec toi d'un certain nombre d'informations. Alors, mieux collaborer avec toi, ça pourrait être une personne ou à mon travail. Ça pourrait être dans mon couple. Ça pourrait être dans l'amitié. Ça pourrait être dans un contexte familial. Ça pourrait être dans un contexte intuitif. Hein? J'ai une information intuitive qui se manifeste à moi et je voudrais quelque part lui faire part de ce que je vis, de ce que je ressens, parce que je voudrais comprendre c'est quoi sa position à cette perception intuitive-là, qu'en quoi elle peut me guider, puis elle peut m'aider. Donc, je suis dans une position de maturité, de responsabilité dans laquelle j'assume qui je suis et je ne suis pas en train de jouer un jeu avec ce qui est devant moi. Je suis en train d'assumer qui je suis, puis je veux vraiment collaborer, mais je ne sais pas comment faire. Donc, j'ai besoin quelque part que la manifestation intuitive me donne une certaine somme d'informations qui vont me donner le sentiment que, OK, elle a une longueur d'avance, cette intuition-là, puis elle me donne des informations qui sont valables. C'est pour ça que je la suis. Alors, ça va me donner une confiance plus grande dans le processus à ce moment-là. De plus, bon, Brigitte, de plus je pratique, plus je vois les mécanismes conscients qui nous animent, même en état de veille, ça devient très intéressant. Ben oui, effectivement. Ben c'est ça, le principe de la pleine conscience intuitive. Moi, je ne prétends pas être pleinement conscient intuitivement, mais c'est sûr que l'objectif de la pleine conscience intuitive, finalement, c'est de devenir plus possible pleinement conscient, quelque part, de ce qui se passe dans les mécanismes inconscients qui m'animent, et inévitablement qui animent les autres, puisque je suis en interaction avec les autres, et qu'à travers cet échange que je peux avoir avec les autres, ben, je peux arriver à décoder ce qu'eux sont et ce qu'ils en sont leur cheminement de vie, et ça devient quelque part un enrichissement. Parce que ça me permet de mieux comprendre ce que les autres sont, mieux me comprendre aussi, et d'apprendre à mieux me respecter aussi à ce niveau-là. Robert qui me dit, j'ai eu l'impression, je manque un petit peu le message, je reviens un petit peu en arrière, j'ai l'impression que c'était la première fois que j'étais en contact avec des guides. Elle m'accompagne sur mon lit d'hôpital, elle m'accompagnait sur mon lit d'hôpital parce que j'avais 10 ans à suivre. Ben, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Ça m'évidence évidemment, bon, moi, dans ma perception des choses, dans mon expérience aussi, un guide, ça évolue, ça change, ça peut bon. Donc, effectivement, on n'a pas toujours les mêmes guides, c'est ça que je veux dire. Il y a des gens qui disent qu'on a un guide, 3 guides, 5 guides, 7 guides. Moi, je pense effectivement qu'un guide, à quelque part, il y a des guides fondamentaux qui vont nous suivre pendant un certain nombre d'années. Puis à un moment donné, quelque part, on va accéder à quelque part ce que moi j'appelle la libération. La libération, qu'est-ce que c'est? C'est que je me retrouve dans une position où je ne suis plus limité dans l'expérience intuitive, que le guide, à quelque part, que je côtoie, ben, j'en suis complètement libéré. Je peux communiquer avec toute forme de guide et je peux communiquer avec toute forme d'intelligence. Et c'est ça, quelque part, qu'on cherche donc à développer tout au long du processus de la vie. Donc, c'est ça un petit peu que je dirais concernant cela. Isabelle qui me dit, oui, c'est vraiment ça, de l'ordre de l'affirmation, et m'a retenu à questionner mon intuition est tellement en lien avec cette même attitude de ne pas oser questionner dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment, vraiment et vraiment, 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 vraiment souvent dans notre démarche intuitive. Surtout au début, on commence avec des failles de communication, des incapacités de communication qu'on va appliquer dans notre démarche intuitive. C'est ce qui va faire que notre démarche intuitive ne va pas se développer au départ parce qu'on va reproduire les mêmes problématiques, les mêmes incapacités de communication dans notre démarche intuitive que dans la vie de tous les jours avec les gens que l'on côtoie. Et c'est super intéressant parce que ça veut donc dire que se libérer du connu, c'est se libérer du connu, ça commence avec nous-mêmes. C'est-à-dire comment moi je communique avec moi, ben quelque part, c'est une façon où j'ai appris quelque part avec des incapacités, tout ce que tu veux, à communiquer d'une façon plus ou moins heureuse et j'ai cherché à le réactualiser, à l'appliquer avec le monde dans mon entourage. Et évidemment, quand on fait un travail intuitif, ben, on revient avec ces bases de communication plus ou moins bonnes et on apprend à travers un genre de petit protocole à développer une meilleure communication. Et cette meilleure communication nous amène à nous révéler finalement des portes d'entrée de conscience qu'on avait fermées quand on était enfant et qu'on renoue contact, on rouvre les portes et on se découvre finalement qu'il y a des choses qu'on n'avait pas compris, qu'on n'avait pas intégrées, qu'on n'avait pas guéri en soi. Et c'est ça qui va nous amener progressivement à nous libérer de nos limitations à ce niveau-là. Alors, je pense que c'est très intéressant, donc, de vraiment chercher véritablement à nous libérer de la parole, surtout dans notre monde intérieur, parce que le monde intérieur, le pire qui va arriver, c'est qu'on va tout parler avec des manifestations intuitives.
ces manifestations intuitives, à quelque part, ben, si on les libère, ben, on a plus de chances d'avoir une libération de l'information intuitive aussi, donc quelque chose de gai, d'heureux là-dedans, alors que dans la vie de tous les jours, ben, les conséquences, hein, si on parle trop, on peut blesser les gens, bon, il y a plein de choses qui peuvent se produire, mais dans le monde intuitif, on a la chance, à quelque part, de libérer la parole. Et cette parole-là, on se rappelle, hein, dans les marches intuitives, on peut le faire avec soi-même, on peut le faire aussi avec des gens que l'on côtoie dans la vie de tous les jours, mais on peut le faire avec nous-mêmes et ces gens-là dans notre monde intérieur. Donc, on apprend à comprendre mieux la relation que l'on a avec ces gens-là et de les dépasser à travers ce mode de fonctionnement-là aussi. Donc, ça peut être très intéressant de voir ça. Puis un module que j'avais conçu pour ceux qui font la formation, qui équilibrer les relations, qui est très intéressant parce qu'on a un ensemble d'enseignements très, très complet sur comment je peux équilibrer les relations avec mon entourage. Alors, ça peut être intéressant, évidemment, d'aborder ça, Isabelle, parce que ça peut évidemment t'amener à te libérer aussi dans ton monde interne de ce regard que tu as dans les relations pour élargir ton champ de conscience et te permettre de modifier ta façon d'interagir avec le monde extérieur. Donc, ça peut être intéressant aussi de pouvoir le faire. OK, donc là, on a passé un petit peu à travers toutes les questions qui m'étaient posées. Je ne sais pas si vous aurez d'autres questions. Moi, je peux peut-être lancer un petit quelque chose que j'ai fait ce matin et que je peux vous partager. Oui, Isabelle. Donc, Isabelle me dit, oui, c'est vraiment ça, de l'ordre de l'affirmation. Il m'a retenu de questionner mon intuition est tellement en lien avec cette même attitude de ne pas oser questionner dans ma vie. La formation sur la relation est-elle incluse dans la formation personnelle? Oui, c'est le dernier module, mais je pourrais t'en envoyer plus rapidement si tu m'en fais la demande. Donc, voilà. C'est une option qui pourrait être faite. C'est un module qui peut être pris à un rythme différent que celui qui est proposé. Moi, c'est le 18e module que j'ai fait, sauf que c'est un module qui peut se faire plus rapidement selon le rythme que l'on fait. Oui, donc c'est intéressant de comprendre que nous communiquons avec nous-mêmes comme nous communiquons avec les autres. Effectivement, c'est quelque chose d'assez fascinant. C'est quelque chose, à quelque part, qui nous ramène à quelque part à cette notion du reflet, hein, c'est-à-dire qu'on porte en soi ce que l'on voit dans l'extérieur. Puis je pense que quelque part, il y a quelque chose de très juste là-dedans. Ce que j'avais peut-être envie de vous partager, peut-être pour terminer, à moins que vous ayez d'autres questions, c'est que ce matin, je faisais un client, je faisais une personne qui m'a demandé de faire un soin sur elle parce qu'elle avait le COVID. Alors, j'ai regardé un petit peu son énergie. Ce que je constatais, c'était quelqu'un qui était très affecté au niveau du cœur. Quelqu'un qui s'était beaucoup donné, qui avait manqué de respect pour lui-même et qui s'était beaucoup investi vers les autres et qui s'était beaucoup donné pour les autres à plusieurs niveaux. Et puis, il y avait donc une forme d'épuisement. Et cet épuisement-là, bien évidemment, a généré en lui, évidemment, donc cette position de maladie, quelque part, qui a pris forme pour bien comprendre, qui s'est manifestée parce qu'il était faible. Hein? Alors, il était faible, énergétiquement parlant, et c'est dans cette faiblesse-là, évidemment, qu'on est plus sensible à attraper donc des maladies, bon, des virus, des choses comme ça. C'est là que ça peut se développer plus facilement. J'avais fait une autre personne précédemment qui avait la même dynamique au niveau du cœur. Je ne suis pas en train d'émettre une hypothèse, mais je suis plus en train de vous faire un partage. Simplement comprendre, évidemment, que parce qu'actuellement, on est dans une situation de crise dans le monde par rapport à ça, par rapport à ce fameux virus. Je vous fais référence à Thierry Casanova qui parle des virus d'une façon très intéressante que moi, je ne serais pas capable d'aborder comme il le fait. Il est vraiment excellent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir sur YouTube sa chaîne, Thierry Casanova, qui a des vidéos où il parle de ce que c'est qu'un virus. C'est superbe comme discours. Je vous encourage fortement à le faire. Puis, évidemment, moi, mon intérêt, évidemment, c'est de rappeler, tantôt, je vous ai parlé d'une typologie, mais cette typologie manifeste qu'un être humain, ben, on peut être équilibré, on peut être désaligné, on peut être hyperactif, donc ça dépense d'énergie inutilement. Hypoactif, on n'en dépense pas assez. Surchargé, on peut s'assécher dû à une forme d'hyperactivité, ou on peut se congestionner dû à une forme d'hypoactivité. Et on peut évidemment s'épuiser dans les deux cas. Donc, l'épuisement va faire qu'on va simplement perdre toutes nos ressources énergétiques. Alors, à travers cette hiérarchie d'états énergétiques, on comprend évidemment que les maladies vont pouvoir s'imposer à nous plus facilement. Alors, les maladies, c'est donc des états, quelque part, qu'on apprend et qu'on peut apprendre justement à collaborer avec nos ressources vitales pour pouvoir justement s'en libérer, s'en dégager. C'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager. Carmel qui me disait Thierry Casanova, c'est bien ça, c'est bien lui. Tu as bien noté le nom.
C'est assez incroyable. Par exemple, lorsque je suis contrarié par les paroles maladroites d'une personne, lorsque la personne s'éloigne, j'ai un mot qui vient à moi qui définit la personne. Alors, bien sûr que je ne sais pas dans quel sens que tu me dis ça, Sylvia, euh, mais toi, l'idée là-dedans, ce que moi je dis toujours, et je vais le répéter ici, c'est de ne pas figer. Ne pas figer un état. Ne pas figer un état, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, dire, ben, cette personne-là, elle est X, OK? Je la définis comme étant X. C'est comme la maladie, en fait, hein? Dire qu'une maladie, c'est Y. Moi, quand je fais je travaille avec des personnes malades, je ne cherche jamais à... Je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas mon devoir de définir une maladie. Moi, je définis un état énergétique. Et mon rôle, c'est de rétablir le flot énergétique chez cette personne-là en tenant compte de l'aspect psycho-émotionnel que ça va générer, le changement. OK? C'est ça mon rôle. Donc, et ce rôle-là, moi, je pense qu'il est important parce que ça veut donc dire quelque part que quand on fait un travail sur l'être humain, on n'est pas en train de figer quelqu'un dans une case, on est en train de reconnaître qu'il est dans un état et cet état-là peut changer puis que notre rôle, c'est d'amener le changement chez cette personne-là pour qu'il renoue contact avec l'équilibre, en sachant qu'il peut être dans le désalignement, l'hypo, l'hyper, etc., tout ce que je vous ai décrit. Alors moi, mon rôle, c'est celui-là. Donc, l'exemple que tu me donnes, Sylvia, je te pose la question, parce que la personne s'éloigne, j'ai un mot qui vient à moi qui définit la personne. Maintenant, le mot, ça pourrait être n'importe quoi, tu vois. Et le mot, par exemple, je dis, moi j'allais dire un mot québécois, mais je ne dirais pas ce mot-là parce que les Français vont peut-être pas le comprendre, mais chiant, par exemple, le mot chiant. Cette personne, elle est chiante. OK. Ça, c'est une façon de figer un état relationnel qu'on a avec quelqu'un. Cette personne, elle est chiante. Maintenant, si je prends le temps de faire une démarche intuitive et d'aller voir derrière le côté chiant, je vais peut-être découvrir que cette personne, elle est chiante parce qu'elle me fait comprendre quelque part qu'il y a une facette de moi que je ne maîtrise pas, qui me fait peur, que je tout crains et que j'aime pas les voir et j'aime mieux donc qualifier cette personne comme chiante plutôt que de reconnaître que ce qu'elle me dit m'oblige à aller voir quelque chose en moi. Par exemple, je vous donne un exemple, puis ça amène quoi? Ça amène cette notion de réalignement, c'est-à-dire que plutôt que d'être en réaction avec l'autre, je reconnais quelque part comme dans moi quelque chose que je porte en moi, que je peux assumer, et que là, l'assumant, je développe une relation plus équilibrée, plus juste et plus harmonieuse avec l'autre. Et c'est ça un peu que la pleine conscience intuitive ouvre comme, comme porte d'accès, je dirais. C'est-à-dire que quand je comprends l'autre, ben, je ne peux plus le traiter de con, parce que je le comprends. Mais pas parce que je ne peux plus le traiter de con, que moi, je vais l'accepter puis me faire piler sur la tête par lui. C'est-à-dire que je vais apprendre à reconnaître qui il est, à comprendre sa souffrance, mais à comprendre également la mienne. Moi, je ne peux pas dire cette personne souffre, et parce qu'elle souffre, je vais accepter ce qu'elle me fait. Non, non. Je peux comprendre qu'elle souffre, mais je peux lui faire part, moi, de ma souffrance aussi. Je peux lui faire part de ma compréhension et de mon ouverture envers sa souffrance, tout en acceptant la mienne et tout en lui exprimant quelque part mon désir de me protéger des potentiels dangers que sa souffrance pourrait m'occasionner. Donc, vous comprenez ici qu'on est dans une relation de maturité, je dirais, où on est deux personnes qui se tiennent debout l'un devant l'autre et qui ne cherchent pas à se... Non, on cherche plutôt à collaborer ensemble en se disant, mais oui, je comprends ta souffrance, tu comprends la mienne, puis on cherche à trouver une façon de fonctionner à l'intérieur de notre souffrance commune. Et cette façon de fonctionner, là, c'est une reconnaissance mutuelle qui va faire que deux êtres humains vont s'apprécier, s'aimer, faire la paix et amener une transformation parce qu'il n'y aura pas cette fermeture, finalement, de l'un et de l'autre. Et je pense qu'on est à l'époque qu'on vit actuellement avec le COVID et tout, mais quelque part, on se rend bien compte que ça crée une situation de tension. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont en conflit les uns avec les autres parce que, justement, il y a des gens qui considèrent qu'il y en a qui sont des... je sais plus les termes, là, il y a des gens qui se traitent... Enfin, grossièrement, il y en a qui... Chacun se traite de con selon l'angle où on est. Il y a des gens qui sont pour masque, pour ceci, pour cela, et il y en a d'autres qui sont contre. Et dans les deux cas, ben, on vit une dualité. On polarise, finalement, nos points de vue. Et ça, on est dans l'ego complètement, dans l'un et l'autre, dans les deux cas. Parce que quelque part, la situation idéale, ce serait quoi? C'est une position commune. La position commune, c'est que moi, je suis ça, toi, tu es ça, OK. On n'est pas d'accord, on est des points de vue différents. De quelle façon pourrions-nous collaborer? De quelle façon pourrions-nous trouver un terrain d'entente? Et ça, c'est quelque chose d'important parce que collectivement, la population, elle est puissante, elle est forte, seulement si elle est dans cette position-là. Si elle commence à se mettre dans une position de dualité les uns avec les autres, ça crée quoi? Ça crée une situation
de domination. C'est créer une situation de danger. Parce qu'il peut y avoir donc une position de dominant qui vont s'attaquer à une position de dominé. Et c'est là qu'on touche à quelque part les grandes catastrophes mondiales, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été tués d'une façon injuste avec pour des raisons stupides et incroyables. Donc, il faut vraiment tenir compte, je pense, de cette compréhension, de cette idée quelque part que l'être humain qui est devant moi, quelque part, c'est un être qui est vivant, qui vibre, qui a donc plusieurs facettes. Il n'y a pas simplement une facette avec laquelle que je connais, que peut-être je ne peux ne pas aimer. Ce n'est pas uniquement ça, elle peut être autre chose. Et c'est là, évidemment, que le travail de pleine conscience intuitive me permet de faire un travail qui dépasse un peu le stade du jugement. Et je pense qu'actuellement, avec la tension qui se vit actuellement, c'est important de se rappeler, hey, je suis responsable. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ma vie, là? Je suis responsable. On pourrait dire, ah ouais, mais c'est le gouvernement qui a fait ça, ou c'est ceci, ou c'est ça. Non, je suis responsable. Ça ne veut pas dire que parce que je suis responsable, je vais me flageller et je vais dire que le gouvernement fait tout bien. Non. Je vais reconnaître que j'ai une responsabilité et que dans ce sens-là, le gouvernement, la structure sociale, politique dans laquelle je suis, a une responsabilité, tout comme moi, j'ai une responsabilité. Et c'est là, quelque part, qu'on devient créateur. C'est là qu'on commence à en générer une façon nouvelle de concevoir la vie. Je pense que c'est important, quelque part, de se rappeler qu'on a tout ça qui peut nous amener donc à une transformation plus intéressante et plus riche. Et c'est ça que moi, j'encourage personnellement, hein, de comprendre quelque part que si on veut changer le monde, ben, il faut maintenant se tenir de la main, surtout en termes de population. On ne peut pas se permettre d'être en conflit les uns avec les autres. On doit trouver un moyen de faire la paix les uns avec les autres pour comprendre effectivement qu'il y a des situations qui se passent, puis on a le droit de respecter la peur que certains ont et les autres qui peuvent douter de plein de choses. On doit respecter tout ça. Maintenant, évidemment, bon, quelque part, bon, tout dans cette position-là de justesse, bien, quelque part, il peut y avoir quand même des mouvements, quelque part, de contestation, etc., qui doivent être faits, c'est sûr. Je pense que c'est important aussi de reconnaître ça. Et ça met en évidence cette notion de collaboration, justement, de communauté, de travail communautaire, où les gens peuvent collaborer ensemble de la façon la plus juste possible. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de dire. Isabelle qui me dit, les autres, bon, je salue les gens qui quittent, qui sont obligés de quitter pour autre chose. Il y a donc Isabelle qui me dit, oui, Sylvain, j'ai commencé ce processus de communication à travers la communication non violente, et je trouve une autre manière de communiquer et de comprendre, autre que nous n'avons malheureusement pas appris dans notre éducation. Ce n'est pas facile à pratiquer, mais vraiment salvateur. Effectivement, ce n'est pas facile. Dans la pratique intuitive, moi, je pense à quelque part que la communication non violente est un modèle que moi j'applique dans la pleine conscience intuitive, dans le sens qu'on peut vraiment apprendre à communiquer nos perceptions intuitives à travers ce mode de communication-là, et c'est très intéressant. Ce n'est pas facile à pratiquer pour la simple raison qu'on n'est pas habitué à le faire, parce que ça nous met dans une situation où on apprend à tenir compte de nos besoins et de nos sentiments, de nos sentiments et de nos besoins. On n'est pas habitué à dire j'ai un sentiment X, Y ou Z et j'ai le besoin de. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire parce qu'on est habitué souvent à être dans une relation de rapport de force entre les êtres humains et que là, on apprend à se mettre dans une position justement de verticalité. Parce que si chacun d'entre nous avons des sentiments et des besoins, bien, on est obligé de collaborer ensemble. Et c'est ça la beauté de ce travail-là que Marshall avait mis en place, Marshall Rosenberg avait mis en place là, dans cette démarche-là. Donc voilà, donc je pense qu'on pourrait arrêter ici aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait des gens qui semblaient me dire qu'ils allaient quitter, donc je pense que c'est un bon moment. Merci Isabelle donc, pour ton beau commentaire. Merci beaucoup Sylvain pour ta présence et disponibilité. Alors voilà, donc je vais donc m'arrêter ici pour ce petit webinaire-là. En novembre, je vais donc vous faire part là, des prochaines invitations pour ceux qui sont intéressés. Il y aura donc une conférence et il y aura donc un webinaire, comme à chaque fois. Alors, ceux qui ne sont pas membres déjà de la liste, ben, quelque part, vous allez sur thérapieintuitive.com et vous pouvez vous inscrire à l'une ou l'autre des propositions qui sont là, qui sont gratuites, et puis vous allez recevoir à ce moment-là mes invitations pour chaque mois au moins 2 invitations normalement pour une conférence et un webinaire. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une très belle soirée une très belle nuit pour ceux qui sont en France et puis également pour les gens du Québec, une belle fin d'après-midi et à très bientôt à chacun d'entre vous. Au revoir.